Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré qu'il ne peut pas continuer à soutenir un État instable à la démocratie. Il s'est alors exprimé en ces termes. Je leur ai passé le message que je ne resterai pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Selon Emmanuel Macron, la France compte environ 5100 hommes au sein de Barkhane pour soutenir le Mali qui fait face depuis 2012 à une poussée djihadiste partie du Nord. Mais la France est-elle réellement prête à retirer ses troupes du Mali? Cette menace de Macron est-elle une réalité ou une fiction? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Mali, retrait de la force Barkhane, Macron, le grand illusionniste. C'est notre grande interrogation de ce mardi 1er juin de l'an de grâce 2021. Oui, c'est le premier jour du mois de juin. On le sait depuis quelques jours, Macron joue à celui qui menace de retirer les soldats français du Mali. Il va dans le sens de l'islamisme radical, c'est ce qu'il déclare d'ailleurs. Alors que les dirigeants de la CEDEAO se réunissaient dimanche pour débattre de la réponse à la révolution au Mali, après un premier coup de force il y a moins d'un an, Emmanuel Macron a assuré dans un entretien au journal de dimanche qu'il envisageait un retrait de Barkhane si le Mali allait dans le sens des djihadistes. Une déclaration qui a fait rire les Africains qui voient en cela une autre moquerie de la part de la France. Depuis plusieurs années, les Maliens sont descendus dans les rues pour demander le départ de l'armée française. Comme à son habitude, les dirigeants français ont fait les sourds et les muets. D'ailleurs, leurs médias de prédilection étaient restés bouche bée face à cette situation et surtout face à cette demande. Que veut donc Macron aujourd'hui, messieurs? Oui, que veut Macron? Jouer les maîtres chanteurs sans avoir les bonnes cartes? Au poker, celui qui sait qu'il bluffe compte sur la naïveté de son adversaire, qui peut jeter l'éponge s'il ne croit pas aux cartes qu'il a en sa possession. Macron a quelle carte entre ses mains? Joue-t-il à celui qui est important alors qu'on ne voit plus son utilité depuis longtemps sur le continent? Rappelons, messieurs, que la France, avec environ 5100 hommes au sein de Barkhane, soutient le Mali qui fait face depuis 2012 à une poussée djihadiste partie du Nord et ayant plongé le pays dans une crise sécuritaire avant de s'étendre au centre du pays. Comment depuis 2012, la présence militaire et surtout de l'armée française ne se fait pas sentir? À la place de chasser les djihadistes depuis des années, les fait-il croître finalement? Que cache la présence de l'armée française au Mali? La formation de soi-disant djihadistes ou la préservation des intérêts des Français au Mali? Comment comprendre que depuis des années, l'armée française n'a pas pu manger du djihadiste? Que dire des installations françaises qui ne sont jamais inquiétées par la montée du terrorisme? Quels sont ces terroristes qui aiment tuer les pauvres civils, qui souffrent la faim et la soif et font exprès d'esquiver tout ce qui appartient à la France? Qui les arme? À quelle fin les arme-t-on? Quelle est cette guerre sainte qui devient une guerre diabolique? On nous a enseigné tout petit que le djihad est une guerre sainte où les croyants mettent toute leur force dans la bataille pour chasser les mécréants et convertir les hommes à l'islam. Qu'en est-il de cette guerre qui s'éternise et grandit de jour en jour face à la présence de 30 000 soldats étrangers? Où est passée justement cette évangélisation? Où est passée ces personnes qu'on a besoin justement d'islamiser? Où sont-elles aujourd'hui? 3 000 soldats étrangers, 30 000 soldats étrangers présents au Mali, mais aucun soldat n'a pu tuer un seul djihadiste. Est-ce de l'incompétence caractérisée ou un plan savamment orchestré où les Nations Unies, les États-Unis, l'Angleterre, toute l'Europe d'ailleurs et les autres sont les maîtres de l'orchestre de guerre? Pendant que certains larbins de l'Occident se réunissaient au Ghana pour condamner Assimi Goïta et sa suite, les soi-disant djihadistes ont encore frappé. Une attaque menée par des djihadistes présumés contre un poste de contrôle près de la ville de Bougouni, dans le sud du Mali, cette attaque a fait 5 morts, 1 policier et 4 civils. Quelle est cette guerre sainte qui ne tue que les civils? L'attaque de ce poste situé à 800 de kilomètres des frontières ivoiriennes et guinéennes fait craindre désormais aux voisins du Mali, et vous le dites comme ça,
relativement épargné comme ça la progression djihadiste vers le sud, où sont présents des groupes proches du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda, nous disent les médias du Quai d'Orsay. Pour l'heure, les Maliens continuent de se réunir pour apporter leur soutien à l'armée et demander la présence de la Russie pour botter hors les terroristes qui contrôlent le territoire malien en facilitant le pillage des ressources du pays. Voilà pourquoi ce matin nous nous interrogeons. Mali, retrait de la force Barkhane. Macron, le grand illusionniste. Je vais me tourner vers vous, président Badakani. Peut-on parler justement aujourd'hui de l'attitude éhontée de Macron qui veut faire passer des vessies pour des lanternes? C'est au-delà du jupitérien. C'est tout l'Occident dans son ensemble qui fait face à une réalité terrible. Mon cher gosse. Oui. La réalité de sa fin, de sa chute et de son déclin. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire c'est l'Occident qui fait face à une réalité terrible. Sa chute, qui est ce qu'on appelle, qui est dans une dynamique d'irréversibilité. Ça fait 500 ans que l'Occident dicte sa loi au monde, mon cher gosse. Et il n'a pas prévu, n'est-ce pas, son déclin. Ouais. Ou bien quand elle a envisagé, pour l'enrayer, elle a pensé qu'il faut transhumaniser l'humanité. C'est ça la pandémie fabriquée qu'on appelle Covid. Donc, l'Occident est face à cette réalité-là. Et cette réalité du côté français se manifeste pas par un désarroi extraordinaire. La classe politique française, je vous le dis tous les jours ici, n'est pas capable de parler avec les Africains. Je le dis tous les jours. N'est pas capable de parler avec les Africains. C'est au-delà du jupitérien. C'est depuis longtemps. Ça a commencé depuis longtemps. Donc c'est cette réalité-là qui est là aujourd'hui. Et cette réalité, M. Ngos, s'est manifestée géopolitiquement par l'avènement ou bien la résurgence recyclée d'un paradigme qu'on croyait oublié, pour certains, qu'on a volontairement oublié. Vous avez oublié, il y a un mot qu'elle a commencé à dire, la recolonisation de l'Afrique. Quand on recolonise, ça veut dire que la colonisation n'a pas atteint ses buts. Oui. C'est ça que ça veut dire. Quand on veut recoloniser, c'est que le colonisateur, la colonisation, n'a pas atteint son but, il faut recoloniser. Et si on veut recoloniser, c'est parce que le colonisé est en train d'échapper au colon. Il faut un recolonisateur pour transformer l'ancien colonisé en recolonisé. Les concepts sont très importants. Alors, ce n'est pas moi qui le dis seulement. Le secrétaire général de l'ONU est venu à Addis Abeba. Il a dit ça. Bon, peut-être que c'était un moment de délit qui l'a frappé. Peut-être qu'il s'est oublié. Ça arrive qu'il se perde souvent. Il a dit, dans l'enceinte du siège de l'Union africaine, que le danger qui vous menace pour les Africains, c'est la recolonisation. Reprenant à son compte ce que nous on dit depuis 10 ans. Et l'acte inaugural de ce projet de recolonisation, c'est l'arrivée au pouvoir de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu que c'est toute la communauté internationale autoproclamée qui l'a porté au pouvoir? Oui. Mais on a rarement vu ça. Qu'en Afrique, qu'un homme politique soit si providentialisé, c'est-à-dire qu'on aurait dit un dieu qui descend de l'Olympe, pour utiliser les images grecques, n'est-ce pas? Le monde entier, toute la communauté, l'ONU, tout le monde a dit que non, M. Ouattara doit arriver au pouvoir. Et pour ce faire, vous connaissez l'histoire, on a détruit un pays, massacré les Ivoiriens. On nous parle de 3500 morts, c'est pour se moquer des gens. Nous avons les preuves aujourd'hui établies. Et l'ancien premier dans la Côte d'Ivoire l'a dit, c'est des dizaines, des milliers de morts qu'il y a en Côte d'Ivoire. Indépendamment de la honte, du mépris. Tout Africain s'est senti, c'est-à-dire, comment on dit ça? Meurtri. Meurtri, non, méprisé comme jamais auparavant. C'est ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. C'était l'acte inaugural. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il faut inscrire cela dans cette dynamique. Deuxième sous-paradigme important à comprendre ici, c'est, une fois que j'ai dit ça, parmi la panoplie des éléments nécessaires à la recolonisation, vous avez un autre concept qui est important, la djihadisation. Je dis bien la djihadisation, oui. On parle français. C'est quoi? C'est que
dans tous les pays africains, n'est-ce pas, à cause justement de la colonisation et de la conférence de Berlin, qui a tracé des frontières arbitraires en divisant les peuples, les mêmes peuples, les envoyant d'un côté des lignes frontalières qu'on a dessinées pour le pur intérêt du colon. Vous voyez, on a saccagé des traditions séculaires de vie qui faisaient qu'il y avait des dynamiques de circulation dans toute l'Afrique, des dynamiques migratoires, mais au service des intérêts des populations, dans un cadre maîtrisé au niveau endogène, sans idéaliser notre continent, mais ça s'est passé comme ça. Le colon arrive, il fait des frontières. Et du coup, tu as dans un pays, deux pays voisins, un même peuple divisé par une frontière. Et du coup, naturellement, vous avez une frontière territoriale qui ne vaut rien sur le plan de la culture et de la civilisation et de l'histoire, mais qui sépare quand même d'eux-mêmes deux peuples. Donc du coup, vous avez des modes de vie qui s'affrontent. Pour parler du cas du Mali, vous avez au nord du Mali des peuples séculaires qui ont des revendications contre Bamako, par exemple. Vous comprenez? Qui ont des revendications, qui sont mécontents, par exemple. Vous comprenez? Et un matin, on vous dit que non. Un matin, on transforme le problème en un problème Touareg. Écoutez, on dit Touareg. On commence comme ça. On dit Touareg. Quand les Touaregs sont fâchés, on les reçoit à l'Élysée et on vous dit un matin que non. Ils ont constitué une affaire qu'on appelle le MNLA et qu'il faut créer la Zawad. Regardez le jeu. Regardez le jeu. Et de problème Touareg, on arrive au djihadisme. On arrive au djihadisme, c'est-à-dire toute une région est djihadisée. On vous dit que son problème, c'est le djihad. On assimile au djihadisme des populations qui n'ont rien à voir avec le djihad, qui ont leurs revendications depuis, mais qui n'entendent pas diviser le Mali en deux. Oui. Entendez bien, au nord du Mali, pas diviser en deux, qui ont leurs problèmes avec qui on peut parler et régler. Mais tout ça est balayé d'un revers de la main. Le seul problème qu'il y a là-bas, c'est les Touaregs. Comme par hasard, cette zone-là est extrêmement riche, il faut l'annexer à l'autre partie du Niger pour créer l'État du Sahara, qui est un vieux projet français depuis très longtemps. Et qui vient de l'OCRS. Et qu'est-ce qu'on fait? Oui. Qu'est-ce qu'on fait, mon cher Gross? On détruit la Libye. On détruit la Libye. À Mondovision, là. À Mondovision. Oui. On transporte maintenant les djihadistes qu'on a formés en Syrie, qu'on a formés à dessein en Syrie. Et parmi ces djihadistes, une bonne partie sont des militaires français. Vous avez des légionnaires français. Parce que la Légion en France, c'est un truc qui recrute plein d'étrangers. Oui. Vous avez des légionnaires français qu'on va djihadiser. C'est-à-dire qu'on va djihadiser. On crée des écoles coraniques pour distraire les gens financés par leurs amis. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, leurs amis font un dessin. On envoie des maîtres, des formateurs là-bas. Ils viennent enseigner les histoires. On fait semblant de créer l'école coranique. Mais tout ça, c'est pour couvrir. C'est pour couvrir. On habille des légionnaires qui sont des djihadistes et on rend l'endroit ingérable. Oui. Donc il est important de rappeler ça. C'est ce que moi j'appelle la djihadisation. Qui n'a rien à voir avec l'intégrisme réel des dérives qu'on voit qui surgissent de la religion musulmane en particulier et dans pratiquement et dans toutes les religions. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais la djihadisation, c'est autre chose. On a vu ça en Syrie. Et ce n'est pas nous qui le disons seuls. L'ancien président américain, Trump, dans une interview, a désigné son pays comme étant une usine à fabriquer des djihad. C'est le président Trump qui l'a dit. L'interview est sur Internet. Vous tapez, tout le monde allez voir l'interview. Il vous explique, Trump vous demande, il vous dit comment ils ont fabriqué en milliers en Syrie. Et ils en fabriquent partout. Et c'est pour faire quoi? C'est pour djihadiser les régions. C'est-à-dire créer le prétexte qui va servir de couverture à la recolonisation du continent. Il faut insérer cette dynamique-là dans ça. Donc, M. Macron, donc, n'a pas prévu, comme d'habitude, ils n'ont pas prévu qu'il allait avoir une résistance, un front anti-recolonisateur, oui, panafricaniste, comme avant les indépendances, M. Goss. À la veille des indépendances, les gens oublient, je rappelle ça à dessein, que c'est la fusion de l'anticolonialisme, du nationalisme anticolonial et le panafricanisme qui a précipité, qui a contraint à ce que, entre guillemets, on acquiert même cette indépendance formelle, disons comme ça. Et ce n'est pas par hasard si aujourd'hui,
C'est la même configuration qui se présente sur le continent, où vous voyez un nationalisme, n'est-ce pas, anti-recolonisateur, en fusion avec le panafricanisme. Comme quoi, l'histoire est cohérente dans une certaine dimension. L'histoire est cohérente. Donc la France n'a pas prévu ça. Les Occidentaux n'ont pas prévu ça. Ils n'ont pas de moyens donc de vendre ce mouvement. Puisqu'avant ça, ils avaient tout acheté. Ils avaient tout corrompu. Tout. Intellectuel, acheté. Tout. Homme politique, homme religieux. Tout le monde, l'université, corrompu, tout le monde. Je vous dis tous les jours ici que nous avons un collègue, Oteba Sedeki, il fait une thèse, il fait 2 lignes sur le franc CFA. On envoie la thèse 2 fois. On le dit enlève. C'est 2 lignes. Hein. On le dit enlève, le franc CFA. Pour que vous compreniez le niveau de répression intellectuelle, doublé à la répression monétaire, à la répression politique qui frappait le continent. Donc pour les Français occidentaux, il était exclu qu'il y ait une renaissance du panafricanisme, leur ennemi historique. Eh bien, on y est, mon cher Gouff. Le combat, en faisant combattant, on arrive à une situation aujourd'hui où les conditions concrètes sont réunies, n'est-ce pas, pour la défaite de ces gens. Vous comprenez? Et arrive donc ce qu'on appelle un élément déclencheur. L'erreur, ou bien l'incompétence, ou bien c'était prévisible de M. Macron au Mali, dans la gestion de la transition, qui crée donc un boulevard qui est clair. Aujourd'hui, Assimi Goïta, tout à l'heure on parlait de la CEDEAO, moi ça me fait rire. La CEDEAO s'est déshabillée. Il faut arrêter les machins là. Ils ont pas, c'est pas pitié que Assimi Goïta. Ils se sont déshabillés parce qu'on lui demande comment, ok, on va lever les sanctions si tu nommes un premier ministre, un gouvernement civil. Mais c'est ce qu'il a dit qu'il va faire depuis. Donc, mais comparé avant la première fois, M. Ouattara avait réussi à prendre la CEDEAO en otage, lui et son patron Macron, embargo, fermeture des frontières, même financement des groupes anti-push au Mali. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'embargo. Fermeture de frontières, pour ne pas avoir honte, ils ont supplié la jeune que bon, laissez-nous quand même dire que vous allez nommer un premier ministre et un gouvernement civil pour qu'on ne perde pas la face. Mais c'est ce qu'il va faire. Et la Russie a déjà dit que nous sommes au Mali. Direct. Pour terminer, je vous lis deux choses importantes. Allons-y. Je vous lis M. Mélenchon. Vous savez qui il est, non? Oui. Ce n'est pas un panafricaniste. Énervé comme nous. C'est un député français. Qu'il est plus un modèle pour moi parce que il y a longtemps que je sais, il a viré depuis très longtemps. Oui. D'ailleurs, c'est un Français. Tous les socialistes. Quel socialiste est français? Il fait le socialisme français. Quel est communiste? Il est communiste pour la France. Donc, M. Mélenchon dit quand même ceci. Il dit qui finance les djihadistes en plein Parlement? Il posait la question à M. Le Drian et à Mme la ministre de la Défense. Il dit, Madame, c'est bien tout ça. Qui finance les djihadistes? D'où viennent les fonds des djihadistes? C'est Mélenchon qui demande. Il dit, deuxième chose, nous avons perdu en 8 ans de guerre 55 militaires français tués. 5 milliards d'euros dépensés. Bon, c'est l'argent de l'Afrique en passant. 2 millions de déplacés civils. 2 millions de déplacés civils. Bien que cette année, en 2021, 12 militaires français sont déjà morts. Et 2 millions d'euros sont dépensés. Et il dit, bon, il demande, ok. Monsieur le ministre, quels sont les objectifs de cette guerre? Quand est-ce qu'on va se retirer? La France dit, nous luttons contre le terrorisme. Et il demande au ministre, monsieur le ministre, depuis quand luttons contre un concept? Écoutez bien français. Hein? Il dit, mais vous dites que vous luttez en France contre le terrorisme. Il dit, mais depuis quand est-ce qu'on lutte contre un concept? Autrement dit, vous ne luttez pas contre les terroristes, vous luttez contre le terrorisme, donc contre rien. Il dit, et il dit que mais, ce sont les users qui font ce genre de choses. Et le résultat est connu en Afghanistan. C'est un député qui... Le ministre français de la Défense et M. Le Drian ont été incapables d'apporter une réponse, M. Ngoff. En plein Parlement français, c'est un député qui pose la question. Mais il y a quelqu'un qui va lui répondre. C'est le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Il lui dit, maintenant pour répondre à la place du ministre, à M. Mélenchon, il lui dit, la France lutte contre ceux qu'elle a armés en Libye, contre le régime Kadhafi, en violant l'embargo du Conseil de sécurité. Bon, je crois qu'on nous entend, non? On entend très bien. On entend très bien. Hein? Trop bon, bien. C'est un ministre des Affaires étrangères russe qui parle. Ok. Donc, c'est officiellement les Russes qui le disent. Il parle à la France. Vous pouvez bien comprendre. Et il va plus loin. Je suis accablé par l'incapacité de nos partenaires français, évidemment,
écoutez bien, d'arrêter et de fixer un seul point sur la carte et d'avoir une vie d'ensemble sur le Mali. Vous savez ce que ça veut dire? Autrement dit, les militaires français soit sont incompétents, il ne veut pas le dire, soit protègent simplement les djihadistes. Monsieur Goff. Les choses sont claires. Monsieur Macron, son cinéma qu'il fait là, il fuit, c'est tout. Il fuit devant les Russes. Les Russes arrivent. Et la France fuit, c'est tout. Pourquoi? Les Russes vont les déshabiller. Les Russes vont faire, en 2 jours, les Russes vont tuer tous les terroristes. Je dis en 2 jours. C'est que la France, depuis 8 ans, n'arrive pas à faire. Ils n'ont pas tué un seul terroriste. 9 ans. En 9 ans. Pas un seul terroriste tué, puisqu'ils luttent contre le terrorisme. Les Russes vont venir lutter contre les terroristes. Et les résultats seront vus de tout le monde en 2 jours. Comme on a vu en Centrafrique, où en très peu de temps, un pays qui était entre les mains depuis 30 ans, des soi-disant rebelles qui étaient très forts, des génies, et que Paris suppliait vraiment, Paris était dépassé par la puissance des rebelles dont les armes venaient de Jupiter, certainement. En moins de quelques mois, pratiquement tout le territoire centrafricain est récupéré. Tout le territoire centrafricain est récupéré. Là-bas, les Russes luttent contre les rebelles, pas contre la rébellion. Ils luttent contre les rebelles, pas contre la rébellion. Donc, M. Macron, voyant ce qui arrive, n'est-ce pas, se prépare à fuir. Mais ça va être compliqué. Parce qu'en France, il y a des lobbies, comme je le dis, il y a des lobbies non mondialistes qui n'entendront pas de cette oreille. On vous a compris. Merci beaucoup, président Bandakani, pour cette première prise de parole. Edmond Kouyaté, ça fait de longues années aujourd'hui que les Maliens demandent à l'armée française de quitter son sol. Jusqu'à preuve de contraire, l'armée française a été sourde et muette et n'a pas dit un seul mot et ne n'a pas voulu quitter justement le sol malien. Finalement, un soir arrive, en tout cas lors de son entretien au journal du dimanche du côté de la France, Emmanuel Macron déclare que si jamais le bouchon est poussé trop loin, eh bien, il va retirer en tout cas la force Barkhane du Mali. Est-ce une fuite en avant? Et ce matin, il faudrait qu'on fasse un peu une étude comparative des chiffres pour que les Africains eux-mêmes comprennent jusqu'où on nous a entretenus justement dans l'illusion. Parce que moi j'ai aimé votre... Le grand illusionniste? Le grand illusionniste. Ah d'accord. Parce qu'on a toujours illusionné les Africains. Parlons de la France. La France est un pays. Ok? Quelle est la superficie de la France? C'est 683 000 km². C'est quoi la superficie de l'Afrique? C'est 30 millions de km². Vous faites une comparaison? Du tout. C'est quoi la population de la France? C'est 67 millions de personnes. La population africaine, c'est 1,2 milliard. On a déjà 1,450 milliard. Hein. Voilà un pays de 683 000 km², de 68 millions d'habitants, qui s'arroge le droit, ou alors qui pense qu'elle est tellement puissante pour venir défendre militairement 1,4 milliard d'individus sur 30 millions de km². Quelle est puissante la France? Quelle est cette puissance extraordinaire et stratosphérique? Mon Dieu! Et c'est le même petit pays qui, dans la même illusion, pense qu'elle est tellement puissante qu'elle doit rassembler tous les Africains à Paris pour parler des économies africaines. Cette petite danse macabre a eu lieu il y a encore quelques jours, oui. Où un petit pays avec une dette de 2800 milliards d'euros. Ça, c'est la dette de la France. La dette cumulée de toute l'Afrique, c'est 800 milliards. La dette cumulée de toute l'Afrique. Quelqu'un qui est endetté à 2800 milliards et qui a des actifs égaux à 0. Parce que s'il faut parler de comparaison, pour comparaison ce matin, je veux qu'on parle un peu des chiffres. Je veux qu'on parle un peu de ça. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on réussit. J'ai aimé votre terme ce matin, l'illusion. Il faut qu'on décortique ce concept en produit de facteurs premiers pour que les Africains comprennent. On est là en mathématiques. Dans quoi est-ce que nous avons vécu pendant des années, depuis des années. Je vous dis, la dette cumulée de toute l'Afrique, c'est de 800 milliards d'euros. 800 milliards d'euros. La dette de la France, c'est 2850 milliards d'euros.
Maintenant, si on parle des actifs, parce que vous savez, quand il faut évaluer l'économie de quelqu'un, ou alors la soutenabilité de l'économie de quelqu'un, ou alors d'un individu, d'un pays ou d'une organisation, on parle de ses actifs. Les actifs de la France, c'est quoi? Rien. Si vous prenez en Afrique, si aujourd'hui, si seulement le Congo, je prends un seul pays, si seulement le Congo dit, bon, écoutez, je ferme mon pays, je vois plus personne chez moi, l'industrie informatique et électronique s'arrête. Mondial. Ça s'arrête. Et donc, tout ce que vous faites là, informatique par-ci, électronique par-là, vous arrêtez ça. Si aujourd'hui, l'Afrique dit, bon, écoutez, je ne veux plus voir personne chez moi, l'industrie aéronautique s'arrête parce que le cobalt dont vous vous servez pour faire les coques des avions, ça s'arrête, c'est terminé. Si aujourd'hui, la Guinée dit, bon, on n'exploite plus mon uranium, comment dire, si on n'exploite plus ma bauxite, pour faire de l'aluminium, ça s'arrête. L'industrie également de l'architecture, ça s'arrête. On ne fait plus la construction. Si aujourd'hui, l'Afrique dit, ben, écoutez, le Niger et le Mali, le Gabon, le Cameroun et les autres pays disent, ben, écoutez, je suis désolé, mon uranium, je n'en cède plus. Écoutez, l'industrie nucléaire s'arrête. Il n'y a plus de chauffage en France. Il n'y a plus de chauffage en France, il n'y a plus d'énergie en France, il n'y a plus d'industrie, ça s'arrête, c'est terminé. Il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité, c'est terminé. Obscurité totale. Obscurité totale, c'est terminé. On vous envoie balader. C'est ça la réalité. Mais un continent qui a tout, qui fait vivre le monde. Mais pas les actifs de la France. Qui fait vivre le monde. Activité sur les couteaux. L'actif de la France, c'est quoi? Maintenant, allez en France. Il y a une vidéo qui se balade sur le net où on voit que la France est la troisième réserve d'or au monde. Oui. Avec 2800 tonnes d'or. J'ai envie de demander, c'est quoi les sites d'exploitation minière en France? C'est où? Parce que moi, je ne connais pas. Peut-être que j'ai pas... Moi, je n'ai pas vécu en France. J'y étais souvent de passage. Bon, c'est où les sites d'exploitation minière en France? C'est où? C'est localisé où? Au Quai d'Orsay. Ben, peut-être au Quai d'Orsay. Mais non, parlons un peu vrai. C'est où les sites d'exploitation? L'uranium. L'uranium, c'est où en France? On tire l'uranium où en France? On tire le diamant où en France? Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle d'économie, quand vous avez des valeurs refuges comme l'or, le diamant et les autres métaux précieux, bon d'accord, vous pouvez encore dire que vous êtes puissant. Mais la France, ces minéraux-là, la France les a où en France? Vous connaissez une forêt où on coupe le bois en France? Le bois de la France, c'est où? À l'Élysée. C'est à l'Élysée. C'est au Quai d'Orsay. Parce que c'est de là qu'on appuie sur des boutons. On tire le pétrole où en France? Vous connaissez un seul site où on exploite le pétrole en France? Rien. C'est où en France? Dans la Seine. Alors, dites-moi un peu. Lorsque des gens s'amusent avec l'avenir de tout un continent comme ça, je vous ai fait des petits comparatifs, n'est-ce pas, de chiffres. Je vous ai dit, voilà la France en actif zéro. Et que la France pense qu'elle doit rassembler des chefs d'État. Et je suis toujours très mal à l'aise lorsque des gens se disent chefs d'État dans un continent comme l'Afrique et qu'ils n'ont pas la mesure, n'est-ce pas, des enjeux, et qu'ils répondent à des invitations aussi imbéciles, aussi idiotes. Aller s'asseoir, entendre ces petits arrogants de Macron, penser que c'est à lui de définir, n'est-ce pas, le modèle des économies africaines, l'orientation macroéconomique d'un pays comme l'Afrique, d'un continent comme l'Afrique, qui tient tout le monde entier, mais quand même ça, il faut le faire. Et c'est pour ça que j'ai dit, il est temps. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus la jeunesse africaine d'il y a 10 ans. C'est une jeunesse qui est très éveillée. Et il est temps que ceux de nos chefs d'État, Macky Sall, Ouattara et autres, qui pensent que l'Afrique n'a pas changé, que les données sont statiques, il est temps qu'ils comprennent que nous avons une jeunesse très éveillée. Ce que Macky Sall a eu l'autre jour au Sénégal, je crois que ça ne lui a pas servi de leçon. Il faut qu'ils sachent qu'un moment va venir où quand les jeunes Africains vont se lever, ce sera pour les pêcher dans leur chambre. Je dis dans leur chambre. Même s'ils sont terrés dans leur palais, il n'y a rien qui soit, n'est-ce pas, qui soit imperméable face à une colère des Africains qui dure depuis des décennies. Donc il faut qu'ils comprennent qu'à force de nous ridiculiser, de nous infantiliser, de nous
prendre pour des ploucs, il viendra un moment où la jeunesse africaine va se lever et aller pêcher ces gens dans leur chambre. Je dis bien dans leur chambre. Il faut qu'ils arrêtent. Et donc, lorsque ces petits garçons de Macron, je peux le dire, c'est mon cadet peut-être même, lorsqu'il se permet de dire, Même moralement, il est ton cadet. oui, c'est mon cadet en tout, je pense pas qu'il peut se tenir devant moi. Il a souvent la chance de se tenir devant. J'entends des gens dire qu'il est très intelligent, mon Dieu. Bon, il a souvent la chance de se tenir devant Macky Sall et Ouattara pour dire, voilà, pour dire des choses un peu. Et puis, comme il n'a pas du répondant en face, il se croit intelligent. Non, un homme intelligent ne peut pas honnêtement dire aujourd'hui, en l'état actuel des choses, avec les données que je viens de citer là, se permettre de dire qu'il va, n'est-ce pas, être le gendarme de l'Afrique. Mais dis donc, si on rassemble seulement toute la population française, ils ne valent même pas, ça fait combien? 600 000, vous êtes à 67 millions, contre 1,4 milliard, vous ne valez même pas toute l'armée africaine. Quand même, ça c'est de la prétention qui frise l'infatuation. Il faut arrêter ça. Il faut que M. Macron arrête ça. Il faut que les Français arrêtent ça. Et quand il vient dire aujourd'hui, mon Dieu, que si on s'amuse, il va enlever l'armée française en Afrique. Mais j'ai d'abord envie de lui poser la question, c'est quoi le bilan de ton armée depuis 10 ans que tu es installé au Mali? On a vu Serval en Centrafrique. Ils n'ont pas pu sécuriser Bangui. Ils n'ont même pas pu tuer un djihadiste. Ils n'ont pas pu. J'ai dit, Sangaris, c'était Sangaris. Ils n'ont pas pu sécuriser Bangui. Ils n'ont même pas pu tuer un seul gars de la Séléka où c'était anti-Balaka, tout ce qui était en Centrafrique. Ils ont aidé le saucissonnage, n'est-ce pas, de la Centrafrique est partagé entre les mains des seigneurs de guerre qui ont régné, qui leur ont permis de piller l'or, le diamant, qui ont l'uranium et tout ce qu'ils ont pillé en Centrafrique. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi quand la Russie arrive, ils sont très mal à l'aise. Et que je leur dise, nous demandons à M. Macron de précipitamment enlever ces terroristes au Mali. C'est de ça qu'il est question. Parce que, oui, on lui demande de ne pas seulement les enlever au Mali, mais de les enlever partout en Afrique. C'est ça que nous lui demandons depuis. Mais dégage tes terroristes de notre continent. Nous n'en voulons plus. Parce qu'en réalité, toutes ces organisations, Barkhane, Serval et tout un tas de trucs, machin, ce sont des bras séculiers du terrorisme en Afrique. Ce sont des, n'est-ce pas, sont des centres d'opération et d'entraînement des terroristes, de financement et d'équipement des terroristes chez nous. Mais mon Dieu, le djihadisme, dites-moi, vous avez défini ce que c'est que le djihadisme. Le djihad en tout cas. Le djihad, en tout cas, la guerre sainte. Oui. Nous savons ce que c'est que le djihad depuis le Pakistan et l'Afghanistan. Nous savons les guerres qu'ils ont menées et tout ça parce qu'ils considéraient, n'est-ce pas, les occupants depuis l'armée rouge, la Russie et après les Américains, ils les considéraient comme des mécréants. Oui. Et donc ils lançaient le djihad pour les chasser hors de leurs frontières. Dites-moi, le djihad en Afrique, c'est pour chasser qui? Les Africains. Alors, les Africains chassent les Africains pour les envoyer où? Quand vous parlez du djihad, n'est-ce pas, au Mali, au Burkina Faso, et au Niger, et partout, mais les Africains chassent les Africains pour les envoyer où? Et les reconvertir à quoi? Mais il faut qu'on nous dise la vérité à un moment donné. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Mélenchon pour dire, depuis quand est-ce qu'on combat, n'est-ce pas, un concept? C'est comme si vous disiez, je lutte contre le vent. C'est-à-dire, au lieu de dire, je protège ma maison pour que le vent ne renverse pas, vous dites non, je lutte contre le vent. Et vous mettez char, hélico et tout pour lutter contre le vent. Vous ne protégez pas votre maison, non, vous ne protégez pas votre maison pour que le vent ne l'emporte pas. Mais vous luttez contre le vent. Entre-temps, la maison ne fait que partir en lambeaux. C'est ce que fait la France au Mali depuis 10 ans. Exact. Aucun terroriste ne meurt. Le terrorisme va grandissant. Et tous les jours, on nous élabore des concepts. G5 Sahel, on ne sait pas.
On ne nous fait jamais le bilan du G5 Sahel depuis que ça existe. On ne nous dit pas, n'est-ce pas, les territoires qui ont été, n'est-ce pas, récupérés, protégés et mis sous contrôle du G5 Sahel. On ne nous dit pas la partie du territoire malien qui a été récupérée, protégée, n'est-ce pas, avec les forces Barkhane. On ne nous dit pas. On ne nous dit pas que non, aujourd'hui, hier, les terroristes avaient occupé 90% du territoire. Aujourd'hui, 10 ans après, nous en avons récupéré 50%. Il reste 40%. Et voilà la stratégie que nous comptons élaborer pour récupérer les 40%. Et voilà le chronogramme. Vous ne pouvez pas faire une opération sans l'indexer à un chronogramme. C'est que c'est une opération de floutage et nous ne voulons plus être floutés comme c'est le cas en ce moment. Il faut que les Français, il faut que M. Macron, vraiment, de grâce, monsieur Macron, dégagez vos terroristes de notre territoire, dégagez tout ce que, pas seulement au Mali, partout en Afrique, nous n'en voulons plus. André Christelle Fanga, pendant ce temps, vendredi dernier, les Maliens, ils étaient des milliers et encore des milliers dans les rues et surtout, il faut le dire, à la place de la bourse du côté de Bamako pour demander le départ, il faut le dire, de la force Barkhane et surtout de l'armée française et surtout l'arrivée des militaires russes. Vous voyez d'ailleurs les pancartes que vous voyez là. Et ce n'est pas la première fois. On voit également le cas du côté de la République centrafricaine, le cas au Tchad, un peu partout d'ailleurs sur le continent. On demande que le démantèlement, il faut le dire comme ça, des bases militaires françaises. Est-ce que la France va pouvoir écouter cette fois-ci? Ben, que dire après deux brillantes interventions, mon frère, le président Bandakani et Edmond, tout à l'heure. Ben, nous ne pouvons que continuer à parler parce que l'art de la parole, c'est l'un des éléments les plus essentiels. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole. Et je pense que cette parole est en train de porter des fruits. Cette mobilisation que vous voyez, c'est parce que justement, il y a eu des Africains qui ont pris l'art de la parole pour dire que c'est l'une de nos armes que nous allons utiliser contre cette maudite France. Parce que si on n'avait pas pris l'art de la parole, on serait encore dans l'illusion. Oui, mais Edmond, il devait continuer à nous mentir. On nous fait croire que non. Oh, on est là pour vous protéger. Sans que le monde s'arrête. Mais bien sûr, sans que le monde s'arrête, sans que personne ne s'interroge, sans que les jeunes Africains ne s'interrogent en disant, mais attendez, c'est quelle histoire ça? C'est quelle affaire ça? Vous parlez de quoi là même? Vous êtes là, vous dites que non. Vous avez Opération Barkhane, Serval, Mboma, machin, ils ont tous les noms. Sangaris. Spécialité de Sangaris, c'est d'acheter les Viagra pour ses mercenaires. Pour aller dévergonder les jeunes garçons et les jeunes filles. Voilà l'opération Sangaris des Français. Donc, mais ça a eu non-lieu en France. Donc voilà, aujourd'hui nous pensons que cette mobilisation des jeunes Africains, oui, le discours passe. Le discours est en train de faire son effet. Aujourd'hui, cette mobilisation de tous les... Et c'est spontané. Parce que il ne faut pas, ce n'était pas organisé par un quelconque groupe pour dire que voilà, on s'est organisé, on a préparé la marche pendant des jours ou des semaines. Non, c'est de manière spontanée. Chacun est sorti de sa maison sans que l'autre ne l'appelle que comme tu vois là, la fête, là, on fait comment? Tout le monde est sorti pour dire que c'est fini, c'est terminé. Monsieur Macron, quand tu viens te mettre à la télé, dites-moi vraiment, si vous ne voulez plus de Barkhane, vraiment, mais on t'a déjà dit depuis, non? Pourquoi tes oreilles? Il faut acheter le coton-tige à M. Macron pour qu'il nettoie ses oreilles, pour qu'il comprenne bien que la France et son opération Barkhane au Mali, c'est terminé. Et en dehors de ça, au Mali, que ça soit au Tchad, que ça soit au Niger, que ça soit un peu de partout, la France, monsieur, est dégagée. Ça s'arrête là. Et les Africains vont aller davantage dans la rue. Il manque des pays. Il y a encore des pays qui sont encore en train d'observer. Et je pense que le signal qui sera donné en Côte d'Ivoire sera très dangereux. Parce que l'arrivée du président Laurent Gbagbo va encore faire autre chose. Oui, il faut se le dire clairement. Parce que si la Russie, hier, qui avait les mains liées, ne pouvait pas attendre justement des chefs d'État courageux. Parce que le président Laurent Gbagbo avait quand même déjà eu des ententes avec la Russie. Mais ça s'est estompé. Mais aujourd'hui, nous avons un président comme Faustin Archange Touadéra qui a dit « Je vais jusqu'au bout avec la Russie. » Main libre, nettoyez, faites tout ce que vous voulez. Et ça s'est fait aujourd'hui. Le territoire centrafricain est complètement libéré. On est même déjà en train de traverser les frontières pour aller de l'autre côté, attaquer même les terroristes qui sont là-bas, par le communiqué que les autres font là.
Donc, vous comprenez la manipulation française encore, pour dire qu'on a tué les soldats tchadiens, machin, et tout, et tout. Non, non, c'est les pleurs d'un enfant qui a tout perdu, qu'on est en train de chicoter, normalement comme il faut, et c'est ces pleurs-là qu'il essaie d'organiser pour essayer d'organiser la confrontation entre Donc, actuellement, Macron est chicoté? Mais très bien chicoté. Il est très bien chicoté, il est à plat ventre. Il vient de recevoir des coups de fouet et il va davantage 25, recevoir. 25? Non, pas 25, on est déjà à 100. Donc, aujourd'hui, cette histoire doit s'arrêter parce que Macron vient nous dire. Bon, il appelle d'abord Ouattara, il dit bon, organisez d'abord le mini sommet là avec le feignant qui sort du Nigeria là, qui a toujours un chapeau, un genre sur la tête là. Goodluck Jonathan. Oui. Il n'a pas pu diriger son pays. Donc, il dit que bon, allez vous réunir rapidement, là, trouver quelque chose là pour essayer de calmer la situation parce que là, l'heure est grave. Non, l'heure sera plus grave que ça. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est déjà intéressée au Mali. Et Pas seulement au Mali. Non, il faut préciser. J'ai eu un entretien avec un ancien ministre malien. Il dit, mais la naïveté du président Alpha Omar Konaré, c'était de croire que la France venait aider le Mali. Et ils ont détruit tout le matériel qu'ils avaient reçu de la Russie. Parce que la Russie a toujours avait été déjà au Mali depuis Modibo Keïta. Donc, ils avaient déjà eu du matériel, ils avaient déjà eu des éléments nécessaires pour leur défense. Mais on leur a dit non, c'est rien. L'illusion encore. Cette illusion encore, on les a illusionnés que non, c'est rien. Il faut retirer tes militaires du côté du nord. Il faut apaiser. C'est la même chose qu'on a voulu faire à Paul Biya au Cameroun avec les sécessionnistes. Que non, pour qu'il y ait la paix au nord-ouest et au sud-ouest, il faut enlever les militaires. Et certains hommes d'église aussi sont entrés dans cette logique-là. Il faut démilitariser. Il faut, non, c'est parce que les militaires sont là. Militaires? On doit les enlever, pourquoi? L'autre a commis la même erreur. Voilà, les djihadistes se sont installés. Ils ont pris du terrain. Et aujourd'hui, c'est devenu incontrôlable. Et la France est là depuis 10 ans. On vous dit que non. On est là pour essayer de sécuriser. OK. Résultat, nul. Bilan, nul. D'ailleurs même, la France n'a jamais gagné une guerre. La France n'a jamais rien gagné de sa vie. La France ne vit que du vol, du viol. La preuve en est toutes ces opérations. Citez-moi le résultat d'une opération française, que ça soit Serval, que ça soit Barkhane, que ça soit Sangaris, que ça soit et tout le reste là. Champion du monde. Donc, champion du monde de l'illusion. D'ailleurs, même Macron lui-même est une illusion. Parce que les gens croyaient qu'on avait affaire à un être humain. Il vous a dit dans une vidéo, attendez la bête de l'événement. La bête de l'événement arrive. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que Macron lui-même est une illusion humaine. Parce qu'une illusion humaine, c'est de mentir que nous sommes des êtres humains alors qu'on n'est pas. Macron, la preuve en est, il ne peut pas former une famille. Si quelqu'un de normal, quelqu'un qui est humain, la première des choses, c'est de former une famille. C'est clair, c'est inné. Mais Macron te dit, d'ailleurs même il arrive chez lui-même en France, dans une école. C'est un petit garçon qui a pris la craie, écrit au tableau, Macron est un con. Ce n'est pas nous, c'est les jeunes Français, un petit enfant de 8 ans, à l'école, dans son école, a écrit au tableau, Macron est un con. Donc vous comprenez que ce monsieur, il dit, mais non, lui n'a pas besoin d'enfants, il n'a pas, sa femme en a déjà. Donc vous comprenez que lui-même est une illusion. Donc ce n'est qu'une illusion de penser que Barkhane va quitter le Mali. Non, c'est une illusion. C'est un mensonge, un gros mensonge. Alors qu'en réalité aujourd'hui, les forces vives africaines, tous les leaders, que ce soit tous les organisations de la société civile et tout le reste, et certains hommes politiques, on est tous d'accord que la France a longtemps menti les pays africains. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouveau partenaire qui est la Russie. Et la Russie est déjà bien installée. Et nous allons progresser avec cette Russie pour nous libérer. Et d'ailleurs, je crois que c'est le président Bandakani qui disait tout à l'heure, dès que la Russie va arriver, d'un jour, les djihadistes vont disparaître, les rébellions vont disparaître. La preuve en est. Combien de mois en Centrafrique, la rébellion est terminée, non? Malgré les armes, malgré les moyens donnés par l'armée française et tout le reste, la rébellion est terminée en Centrafrique. Donc, attendons que les jeunes continuent à se mobiliser pour que cette France puisse dégager.
pour que cette France puisse dégager. Parlons justement de cette France qui veut dégager. On se rappelle encore il y a quelques mois aujourd'hui, Emmanuel Macron a invité les chefs d'État africains à venir lui dire pourquoi est-ce que le sentiment anti-français, en tout cas, prenait de l'ampleur sur le continent africain, et de lui dire haut et fort également si que l'État, ou alors le chef d'État qui déclare haut et fort que la France n'est pas importante sur son sol, lui dise et cette France va immédiatement se retirer. Oui, avant de répondre à votre question, si je suis Longos, je pense que je veux dire les choses très compliquées ce matin. C'est votre droit. Non, je veux dire les choses très compliquées ce matin. Permettez-moi d'abord de vous dire, monsieur Longos, que je dénie à monsieur Macron sa qualité de démocrate. Il n'est pas un démocrate. Pour illustrer mon propos, je vais convoquer 4 éléments factuels. Je vais prendre 2 en France, chez lui, et 2 sur le continent africain. En 2018, les Gilets jaunes sortent, au moment des Gilets jaunes sortent, pour revendiquer, pour exprimer leur liberté, leur droit, n'est-ce pas, de revendiquer sur la scène publique, devant le plus haut représentant des institutions de la République, leur droit d'avoir accès aux meilleures conditions de vie et de travail. Oui. Ce mouvement des Gilets jaunes a été matraqué. Certains membres ont été éborgnés. Les plus chanceux sont en prison, les malchanceux sont morts. Et pourtant, nous sommes dans le pays de l'égalité, de la fraternité et de la liberté, c'est-à-dire de la démocratie, n'est-ce pas? Deuxième élément factuel, toujours en France. En 2018, toujours, M. Macron, du haut de sa fonction de président de la République, engage les parlementaires de sa formation politique, la République en marche, à la solidarité gouvernementale. C'est-à-dire que les parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, doivent être solidaires de l'action du gouvernement et non pas la contrôler ou la critiquer. C'est-à-dire que ces parlementaires n'ont pas le droit de contrôler l'action du gouvernement de M. Macron. Nous sommes en pleine démocratie, n'est-ce pas? En violant en passage le principe de séparation des pouvoirs. Ça, c'est l'attitude des démocrates, n'est-ce pas? Là, maintenant, je rentre en Afrique. L'élément le plus récent. Allons au Niger. Dans l'entre-deux tours, Oui. M. Bazoum et son Mohamed parent, Bazoum, oui. et son parent, n'est-ce pas, Mohamed Issoufou, vont à Paris, chez Macron, pour faire quoi? Pour être adoubé. Pour une élection présidentielle, c'est-à-dire qui, n'est-ce pas, qui engage 2 candidats. Oui. Nous sommes en pays de démocratie, n'est-ce pas? C'est un démocrate. Ok, retournons donc un peu plus. Tu restes toujours parce que s'il vient en Afrique centrale, ça va être encore plus compliqué. Restons actuellement en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara dit solennellement qu'il ne se représente pas pour un 3e mandat. Monsieur Macron lui fait un tweet. Il faut le féliciter parce qu'il est modèle, c'est un démocrate. Alors, contre tout attendre, monsieur Ouattara dit que non, je fais marche arrière, rétropédalage. Oui. Je veux briguer un 3e mandat en violation de la Constitution. Il est élu, entre guillemets. Lors de la cérémonie d'investiture, est-ce que la France était absente? Je crois que la France était bien présente. Avec la petite fille en jupe. N'est-ce pas? Nous sommes là, nous sommes dans le contexte de la démocratie, n'est-ce pas? Quand je dis cela, maintenant revenons à la thématique. Pour revenir à votre question. Je vous ai dit hier que c'est grâce à son engagement diplomatique et militaire sur le continent africain, d'une manière générale, de manière particulière, je veux dire, que la France doit sa place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Vrai. C'est grâce à son engagement militaire et diplomatique que la France doit sa place de membre avec droit de veto au Conseil de sécurité. C'est grâce à ces opérations extérieures, pas des opérations militaires extérieures, que la France peut parler à l'Union européenne et à l'ONU. De ce point de vue, donc, c'est une illusion de penser que Macron va dégager, n'est-ce pas, son armée d'occupation sur le continent africain. Pour 2 raisons au moins. Il faut le dire. Il ne faut pas être naïf. Ce qui s'est passé à Pau, c'était du chantage. Lui-même le sait. La preuve, c'est que le président Ibeka, Mamadou Sifo à son temps, Idriss Déby, il perd son âme,
Et les autres, ont été élus par leurs compatriotes. Et leurs compatriotes demandent à leurs mandataires de dégager leur territoire, de dégager leur territoire de cette armée d'occupation. Pourquoi ils n'entendent pas cela? Bien au contraire, M. Macron, lui, évoque le sentiment anti-français, c'est-à-dire, il demande, enfin, il ne s'agit même pas, c'était même pas une rencontre, c'était un tribunal, parce qu'en réalité, il s'agit d'un tribunal qui est organisé à Pau, Oui. auquel on différait les 5 mousquetaires du G5 Sahel, qui devaient s'expliquer sur le pourquoi le sentiment anti-français, alors que les militaires français meurent dans le Sahel pour sauver les enfants maliens, tchadiens, nigériens, burkinabés. Alors là, mon frère, je pense que nous sommes en pleine philanthropie. Mais il faut quand même, c'est-à-dire que cet État est tellement philanthrope que il dépense 1 milliard d'euros par an pour son engagement au Sahel. Vous trouvez ça, vous ne trouvez pas ça louche? C'est-à-dire que les locodèmes ne font jamais rien pour ça, nous le savons, non? Nous savons que les locodèmes, ça ne fait jamais rien pour rien. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, c'est la même chose. C'est-à-dire, Macron met la pression, fait de chantage, mais sauf qu'il ne contrôle plus rien. Sauf que ce matin, les éléments de langage ont varié. Là maintenant, il demande aux autorités maliennes de ne pas franchir la ligne rouge. Qui est-il? Il demande aux autorités maliennes actuelles, qui ont été légitimées par une institution, c'est-à-dire le Conseil, non, le Conseil constitutionnel, voilà, non, la Cour constitutionnelle, ouais. C'est-à-dire il a été légitimé, c'est-à-dire le pouvoir d'Assimi Goïta a été légitimé par une institution souveraine de la République. Alors là maintenant je pose dans la question de la souveraineté. Puisque nous sommes dans un État souverain, de quoi se mêle-t-il M. Macron? Pour demander, pour exiger, donner une injonction, n'est-ce pas, aux autorités de la transition malienne de ne pas franchir la ligne rouge. Mais on lui demande tout simplement de déguerpir des parties de Mali, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Mais il sait, Macron sait qu'il ne peut pas, il tient sa survie son pays tient sa survie sur le continent africain. Je n'ai pas de survie politique, survie économique. Nous sommes en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle 2022. Et il sait que les Français vont lui demander des comptes par rapport à ça pour savoir pourquoi est-ce que les militaires français meurent. Donc finalement, il est en train de changer le langage? Il a toujours été contradictoire, vous le savez. Monsieur Macron a toujours été contradictoire. Il ne fait que ça. Il dit une chose sans réfléchir, et puis il retrouve là, ils ont dit le contraire. Quand ses parents lui disent de le faire? Non, c'est pas lui qui dit. En réalité, il a un problème de maturité, ça aussi il faut le dire, il a un problème de maturité, il n'est pas intelligent. Parce que lorsqu'on est intelligent, on ne s'adresse pas d'abord, on se préoccupe d'abord des principes de convenance diplomatique. C'est-à-dire on ne s'adresse pas à notre chef d'État comme si on s'adressait à son larbin, à son cuisinier, à son domestique. Donc ça veut dire qu'il est mal élevé déjà. Dans le contexte africain, il y a une façon de parler aux aînés. Et je pense qu'il n'y a que ces aînés qui ont subi ces propos à Pau. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont tenus. Mais moi je vous dis, en tant que l'aîné dans ma base échelle de journaliste, je ne peux pas accepter que Macron s'adresse à moi n'importe comment. Parce qu'en Afrique, il y a une façon de parler aux aînés. Donc, de ce point de vue, je pense qu'aujourd'hui, il faut que ce soit clair. Même les militaires français ne croient pas, ni croient guère. Ils sont au Mali et ailleurs pour le business. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils savent qu'ils n'ont... Puisque M. Macron n'a pas la légitimité, n'est-ce pas, de son peuple par rapport à ses engagements militaires. Ça, il faut le dire. Il faut que les Africains le sachent. La preuve, c'est que justement, M. Mélenchon, que le président a convoqué tantôt, a demandé un débat parlementaire sur l'engagement militaire au Sahel. Parce qu'il n'a pas demandé la légitimité, il n'a pas demandé l'autorisation du Parlement français. Donc, pour terminer, pour chuter, il faut qu'on se dise une chose. Ce que Macron a envie de faire, c'est de l'enfumage, comme je l'ai l'habitude de dire. La poudre de perlimpinpin? Absolument. Non, la dernière fois que j'ai eu à l'appeler Merlin l'Enchanteur, je crois qu'il est vraiment un illusionniste. Vous savez, c'est quoi un illusionniste? Un illusionniste, c'est un manipulateur. Et M. Macron, c'était un faux manipulateur. Mais sauf qu'il est un manipulateur. Un mauvais manipulateur? Non, il est inexpérimenté en fait. Donc, je crois que pour terminer, le fait qu'il commence à faire des jeux d'eau
dans les pays arabophones, lusophones, et surtout en expression anglaise, ça veut dire qu'il est en train de perdre la main du côté de l'espace francophone. Mais c'est que le début, parce que même là-bas, ça ne marchera pas. Je termine en disant qu'on ne peut pas régler la question, n'est-ce pas, de la sécurité du G5 Sahel avec la force militaire, contrairement à ce qu'on pense. Il faut mettre en place une politique de développement, et ça, ce n'est pas Paris qui peut le faire du fait de son endettement que convoqué tout à l'heure, n'est-ce pas, Edmond Kouyaté. Et puis on ne peut pas également régler la question du G5 Sahel sans impliquer l'Algérie, ça il faut le dire. Parce que de l'autre côté, l'Algérie était un interlocuteur majeur dans cette affaire-là, et beaucoup de personnes savent l'ignorer, y compris Macron lui-même. Merci Albert Anatola ici. Président Badakani, les Africains depuis des années aujourd'hui réclament le départ de la France, le démantèlement des bases militaires, la fin du franc CFA, la fin du paternalisme français. Emmanuel Macron est-il devenu le parrain des Africains finalement, ou alors on va dire aujourd'hui, comme bon nombre d'Africains sont en train de m'écrire ce matin, le business plan est tombé à l'eau? C'est un voleur. C'est un criminel. Il a la tête d'un pays qui a fait du banditisme d'État, des crimes d'État, une démarche politique. Parce que le fait est là. Le fait colonial, c'est quoi? C'est pas le vol. Ce n'est pas l'agression. Si tu es chez toi, quelqu'un vient arracher ton bien, il s'installe, il dit qu'il ne part pas. Et comment te dit, il te dit de flanquer par la ligne rouge, c'est-à-dire n'entre pas chez toi. Si tu te donnes pas l'ordre d'entrer chez toi, si tu prends les armes contre lui, il dit que tu es un terroriste. Hein? Si tes enfants se lèvent, il les tue, il dit que ce sont des bandits. Mais c'est une voie de fait inqualifiable que nous vivons, c'est ça qu'il s'agit, mon cher gosse. Il faut appeler Chacha. C'est un état. Moi, je ne prends pas les dents. Et ce n'est pas une affaire de prise de gants. Je désigne la chose parce qu'elle est. On va faire des certains intellectuels africains qui font des circonvolutions et des contorsions. C'est bon. C'est que tu me dis bien, c'est bon. Pour désigner, pour appeler chapoule. Et appeler la poule souris. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, monsieur Goss. Donc, la France, l'Occident, n'est-ce pas, c'est une galaxie criminelle qui transforme les voies de fait en voies de droit. C'est-à-dire qui décide que le vol devient quelque chose de légal et de moral quand ça sert son intérêt. J'ai parlé de crime le plus long de l'histoire ici. Peut-être vous ne me savez pas. C'est un paradigme, hein? Je parle de plus long. Parce que quand on déroule ça, ça a des conséquences en termes d'analyse de droit international, en matière d'économie, en matière de droit, en matière de relations entre les États. C'est très grave. Donc là où nous sommes, nous ne pouvons que faire la guerre. On est obligé de faire la guerre. Et d'ailleurs, on est en guerre depuis l'esclavage. On est en guerre. Ça prend des formes que ça prend, mais c'est la guerre. Pour l'instant, ça rebondit, comme ça entend rebondir actuellement, mais c'est la guerre. Donc, je ne sais pas pourquoi vous parlez de parrain. Ils ne sont le parrain de personne. Personne n'a donné le mandat à aucun pays occidental en général et à un pays français de faire ce qu'ils font. Est-ce que qui a donné le mandat à un voleur de venir voler chez lui? Personne n'a jamais dit à un voleur, viens voler chez moi. Personne. Le voleur, il vient voler, soit tu l'attrapes, soit il a la malchance. Il subit la justice populaire, soit la police vient le prendre. Soit quand même tu finis avec lui chez toi. Et personne ne va jamais venir arrêter quelqu'un chez lui parce que là tu es un voleur. Et il n'y a qu'en Afrique où le CNC par exemple nous demande, ok, on est dans notre maison, un voleur entre, il dit non, avant de le tuer, venez me demander. Et puis non, ne l'appelez pas voleur. Ne l'insultez pas. On va l'insulter. Parce que quand même, tu savais, le voleur là, il est plus fort que toi. Hein? C'est une puissance, c'est un pays ami. N'importe quoi, ça ne marche plus, ça n'a pas marché hier, ça ne marchera pas. C'est ce qu'on fait là qu'il faut faire. Alors, tout à l'heure convoqué que j'avais le courage de dire qu'il dénie la qualité de démocrate. Au-delà de la personne démocrate, est-ce que la France est un pays démocratique? Il faut comme ça sérieux. Et c'est président comme tel, hein, président. Non, je dis qu'au-delà de lui, oui. Est-ce que la France est un État démocratique? Est-ce que les pays occidentaux, du moins les plus en vue impérialistes, peuvent être des démocraties? Dites-moi, comment peut être une démocratie en même temps être un impérialiste? Vous m'expliquez ça? Dites-moi comment on peut faire pour être en même temps une démocratie, on est impérialiste.
Puisque l'impérialisme, c'est la négation des valeurs démocratiques. Puisque l'impérialisme ne peut pas accepter de subir ce qu'il inflige aux pays qui colonisent. On parle de quoi? Ça, c'est ce que je démontre depuis 10 ans. La France n'est pas un pays démocratique. La France est un État militaire. Vous n'avez qu'à voir le nombre de guerres que la France livre depuis combien d'années? Depuis la 4e, 5e République? Non, présent depuis De Gaulle. Bon, gentil. Il appelle c'est la 5e République. Oui, c'est la 5e République. Mais depuis combien de temps la France est en guerre? Il y a une année où la France n'est pas en guerre? Dites-moi, est-ce qu'il y a une année où la France n'est pas en guerre? C'est un État militaire. Un pays qui est en guerre tout le temps ne peut pas être une démocratie. Puisque quand on est en guerre, c'est le militaire qui règne. Alors on peut mettre un civil à la défense pour tromper les gens. Puis c'est la loi de la guerre qui va s'imposer. La preuve. Monsieur Mélenchon, le Parlement français n'est pas au courant de Barkhane. Est-ce que vous le savez? Je l'ai dit tantôt. Mais il faut le dire. Le Parlement français n'a jamais voté Barkhane. C'est devenu Serval, il y a eu une extension de Serval à Barkhane qui couvre beaucoup les pays africains, pas seulement le Mali, Mauritanie, le Niger, jusqu'au Tchad, tous ces pays-là. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a l'accord du Parlement français? Mais c'est quand même la moindre des choses dans un pays qu'on appelle démocratie. C'est pas pour nous, M. Gross. Le français, c'est géré par un fonctionnaire. C'est quand nous avons commencé à crier que M. Macron, honteusement, a ramené l'affaire au Parlement. Et même là-bas, le Parlement lui a dit, ton école n'a aucune légitimité. On lui a dit au Parlement, vous allez sur Internet, vous tapez, vous voyez comment les députés sont lui disent, mais ça c'est quoi? C'est de la preuve. Comment tu peux faire une réforme sans l'Afrique centrale? On lui a demandé. Et tu as consulté quel... C'est sans les acteurs. On lui a demandé, mais tu as consulté quel président? Les pays tu as consulté quel président? J'ai dit au Parlement français, hein? Oui. On lui a demandé. Oui, tout à fait. Et il n'avait rien à dire. Donc c'est quand même une curieuse démocratie, la France. C'est une curieuse démocratie. C'est comme les Américains. Un pays qui a un complexe militaire extraordinaire, qu'on n'a jamais vu, vous dit qu'il est une démocratie. Comment c'est possible, Edmond Quartier, d'avoir le complexe militaire le plus gigantesque que le monde ait connu et être une démocratie? Et on comprend pourquoi l'État profond a pris les États-Unis en otage. Ils sont toujours en train de faire des guerres, de créer des guerres, de tuer les gens. Et du coup, vous ne pouvez pas être une démocratie parce que ce que vous faites ailleurs, tôt ou tard, retourne chez vous. Et le jour où vous êtes démasqué, tout le monde voit votre nudité. Et la nudité américaine, elle est laide, moche, insupportable à voir. Et les démocrates africains, ils ont honte. Donc, ce n'est pas une démocratie, ça n'a jamais été une démocratie, c'est du mensonge, c'est de la tricherie, c'est de la sophistique. C'est de l'autocratie. Voilà, que de faire croire qu'on a fait une démocratie. Et les intellectuels soudoyés viennent faire croire aux Africains qu'un tyran, un dictateur, hein, quelqu'un qui célèbre Napoléon, peut avoir un projet démocratique pour le continent africain. Donc, vous avez, tout à l'heure, Edmond Quartier a convoqué, il demandait, mais comment un petit pays comme la France peut dominer un grand continent comme l'Afrique? Ça permet de revenir sur quelque chose que je convoque depuis. C'est-à-dire quand nous parlons de la France à titre générique, hein, on le sait. C'est-à-dire qu'en fait, la France le fait parce que c'est un complot mondial contre l'Afrique. C'est un complot mondial depuis la conférence de Berlin. C'est un complot mondial et les gens se tiennent. Ils se tiennent. On peut parler quand nous disons la France dégagée, nous disons aussi que l'ONU va dégager avec toutes ses missions de paix. Absolument. Ces missions de paix qui ne servent à rien. Qui sèment la guerre. Qui couvrent le pillage. On l'a vu au Mali. On l'a vu en Centrafrique. Au Congo. Mais là-bas, c'est plus grave. Elle dit que voilà l'ONU, au Congo. Les présidents demandent l'ONU de partir. Ils disent qu'ils ne partent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont là pour, ils sont là pour la démocratie. C'est un mandat de l'ONU. Depuis 50 ans. Donc, dites-moi, monsieur Ngo, dites-moi, le mandat de l'ONU en RDC, c'est pour mettre la démocratie. C'est-à-dire, sur le plan strictement juridique même du mandat, est-ce que le mandat de l'ONU, c'est la MONUSCO là? Oui. La MONUSCO. La MONUSCO a pour mandat de démocratiser le Congo? Non. Les populations marchent que par terre. Parce qu'il n'y a que malheur qui vous accompagne depuis que vous êtes ici. Non, on ne part pas. Pendant que Kabila a demandé officiellement le départ, la MONUSCO a dit, c'est quand même grave, hein? Le président d'un pays demande de partir, l'ONU dit que non, on ne part pas. Parce que tu es un dictateur. C'est votre mandat. C'est quand même terrible. Donc quand nous demandons à la France de partir, nous sous-entendons derrière le mot France, le départ de toutes les missions de paix de l'ONU en Afrique. Elles ne servent à rien. À rien. Mon cher gosse. Nous demandons le départ de toutes les bases militaires, y compris américaines. Y compris américaines, parce que quand on parle français, on dit que
Les banques d'État américaines, les Américains, ça sert à quoi ici? Pourquoi l'Afrique doit être une extension de la stratégie militaire américaine? C'est-à-dire que parce qu'elle veut contrôler la Chine, la Russie et tout, elle crée des... comment on dit ça? Elle décentralise les Afriques comme partout en Afrique. Mais ça avait l'accord de qui? C'est pourquoi? Ça sert à quoi? Le départ des banques militaires américaines. Tous ces gens-là. Et quand nous convoquons la France, c'est le FMI, la Banque mondiale. Vous ne pouvez pas faire partie de la France en Afrique quand vous ne voulez pas poser sur la table la question de la tutelle de la Banque mondiale, le FMI, sur nos économies. C'est impossible. Vous voyez qu'à la fin, on arrive à quoi? C'est tout le système international qu'il va falloir changer. Et il est en train de changer, ils n'ont pas le choix. Il est en train de changer. Ce combat, il avance, il est en train de changer. Donc, pour dire que, moi, je suis un gosse, nous ne demandons pas le départ de quelqu'un. On va l'imposer, Edmond. On va l'imposer. Il y a 10 ans, quand on a commencé cette affaire, est-ce qu'on n'a pas averti Paris? C'est ce qui va arriver. On a passé le temps, ils ont dit non, on est anti-français. Nous sommes des gens nerveux. Les gens de la rue, on est colériques et nerveux. Nous ne sommes pas sophistiqués comme leurs amis intelligents avec qui ils parlent. Un langage policier. Oui, un langage policier. Nous avons les visages froissés. Tout ça qu'on sort. Eh bien, ils ont parlé tellement avec les gens au visage lisses. On voit les résultats. On les a prévenus. Ce n'est pas une négociation. On n'est pas en train de négocier au départ de la France de l'Afrique. On va le lui. Ça s'impose. Ça s'impose. Comme ça va s'imposer aux Américains, ça s'impose. Tant qu'ils ne le voient pas, tant qu'ils ne sont pas capables de faire un véritable ajournement de leur projet sur l'Afrique, ils vont partir. Et comme ils en sont incapables, puisque c'est la poule aux œufs d'or, comme ils en sont incapables, ben, ils partiront simplement. C'est une affaire, c'est historique, c'est arrêté. Comme M. Macron nous dit que la France ne peut pas être aux côtés d'un pays où il n'y a pas de légitimité démocratique, ni de transition. Ils m'ont convoqué l'intelligence de ce monsieur. Tu connais M. Gave, non? Gave. Ben, il n'est pas seul. Vous avez au moins 4 autres personnalités françaises qui ont dit publiquement que c'est un idiot. C'est un idiot. Je crois. Ouais. Bon, M. Ngoz, nous répétons simplement ça ici. Il faut que le CNC aille voir M. Gave en France. Et plein d'autres. Ils disent tous les jours que M. Macron, c'est un idiot. Ils ont même convoqué son passage là-bas à l'école, où il échouait les examens qu'on passe en 1 fois, 4 fois. C'est pas nous qui disons ça. Nous, on ne parle même pas de ça ici, mon chien gosse. C'est un idiot, parce que, mais écoutez, il me parle de France là, ça a un sens? Non, est-ce qu'il me parle de France, ça a un sens? Il dit quand un président dit quelque chose, il a quand même des conseillers qui disent que non, attention, enlève la France, c'est parce qu'en face, il y aura du répondant et on peut avoir honte. Vous comprenez? Mais il est conseillé par qui? Tous ces gens qui l'entourent là. Il peut falloir dire que, bon, mesure tes mots, il dit tout et n'importe quoi. Alors maintenant, on ne va pas rester à côté du Mali parce que là-bas, il n'y a pas de légitimité démocratique. Il veut qu'on compte les pays avec qui il a mis. Il y a une légitimité démocratique au Qatar. En Côte d'Ivoire. Je vous demande s'il y a une légitimité démocratique au Qatar. Ça n'existe pas, ne vous inquiétez surtout pas. Est-ce qu'il y a une légitimité démocratique en Arabie Saoudite? Du tout. Aux Émirats Arabes Unis? Du tout. En Côte d'Ivoire. Et il y a une légitimité démocratique en Côte d'Ivoire? Est-ce que le régime d'Abidjan est fréquentable, du point de vue de la morale même, de la politique, est fréquentable? Actuellement, il se passe quoi en Côte d'Ivoire? Ils font semblant de ne pas voir. On fait semblant de ne pas voir. Je vous dis que sur 25 ministres, vous avez au moins 15, au moins près de 20 qui ne sont pas ivoiriens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Français ont tout pris. Tout pris. C'est-à-dire que tout pris. Tout pris. Aujourd'hui, on remplace, c'est-à-dire que déjà, on est en train de faire un remplacement même de la population ivoirienne. C'est-à-dire on remplace, c'est-à-dire on donne la nationalité ivoirienne à les non-ivoiriens. Mon chien gosse. Allez voir ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec ce que M. Ouattara est en train de faire avec le Burkina Faso. On construit des routes, toute une partie de la Côte d'Ivoire est orientée vers le Burkina Faso. Ça veut dire quoi? Et il y a un projet de colonisation, il y a la colonisation française qui est doublée maintenant d'un projet de carrément annexer une partie de la Côte d'Ivoire pour en faire, on revient à l'ancien Haute-Volta, du temps colonial. Est-ce que Macron n'est pas en train de voir ça? Qui forme les microbes en Côte d'Ivoire? Je vous le dis ça, je vous le dis maintenant. C'est fait avec la complicité, l'encadrement actif de l'icône, la force de l'icône française. Nous avons montré les images ici à la télévision. Nous avons montré les images ce que j'ai dit. Accompagnés par les militaires. Je vais aller même plus loin. Vous connaissez le brother de Compaoré, qui était celui qui gérait tous les djihadistes, entre guillemets, et les agents français, dans la sous-région. Vous savez que Ouaga était leur capitale, non? Tous habitaient à Ouaga.
Ce monsieur, vous savez où il est aujourd'hui? Il est en Côte d'Ivoire. Il circule avec une escorte républicaine quand il bouge. Il s'occupe de la sécurité en Côte d'Ivoire. Et Paris vous dit qu'il lutte contre le terrorisme. On se moque de qui? L'ambassadeur ivoirien, ils entendent parler. Hein. Quand on parle, ils savent de quoi est-ce qu'on parle, parce que nous, ce qu'on dit là est incontestable. C'est incontestable. Donc, M. Macron, là, il y a légitimité. C'est comme ça qu'on acquiert la légitimité en Côte d'Ivoire. En Afrique, on peut citer comme ça partout. Vous voyez qu'il n'est même pas censé quand il parle, ni de transition. Quand ils sont venus coloniser l'Afrique, il y avait la légitimité démocratique et la transition? Du tout. Donc, vous voyez qu'on a affaire à quelqu'un qui est désemparé, qui n'est pas à la hauteur d'une fonction. La fonction le dépasse. Comme ça dépasse ses patrons, ils n'ont pas prévu ce contexte qu'il y a en Afrique. Et ce n'est que le début, mon cher gosse. Nous avons dit à la France, au début de ce combat, j'ai répété plusieurs fois, vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Vous avez longtemps vu un continent, vous vous êtes installé par la force, par le crime, vous avez dit il n'y a rien. C'est terminé, il n'y a rien. Vous avez limité le continent, vous l'avez réduit à vos catégories d'analyse, vos grilles d'analyse. Ce sont des hordes tribales, ce sont des sauvages. Ils ne sont pas civilisés. Ce sont des pauvres. Ils n'ont pas de mémoire historique. Mémoire historique, merci. Ils sont des pauvres. Vous l'avez réduit à ça. Vous avez dit que non, c'est terminé, on va s'installer. Mais vous ne connaissez pas à quoi vous avez affaire. Un continent, ce n'est pas ce que vous dites. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, mon cher gosse. Et il découvre donc le complexe. Il découvre la complexité du continent africain. Il découvre l'imprévu, l'irréductibilité du continent africain. Il la découvre. Qui en France a pensé l'irréductibilité du continent africain? Qui en France a pensé la complexité du continent africain? Qui en Occident a pensé un jour que le faible là pouvait devenir fort? Par la force historique qu'on croit souvent, pouvait devenir fort. Qui a pensé ce genre de choses? Vous voyez donc que le dialogue, je le dis et je le répète, n'est pas possible. Entre un voleur, récidiviste et une victime, on dialogue avec un voleur? Du tout. Si tu as un pistolet dans ta chambre, quand tu vois sa tête, boum! On vous a compris parfaitement, président Barakani. Edmond Kouyaté, nous commençons à sortir justement de cette édition. Nous allons aller jusqu'à 10h, à 9h55, heure d'Afrique centrale, pour sortir de cette édition d'IBS Matin. Les Haïtiens avaient démontré justement à l'armée napoléonienne que la puissance s'arrête à la porte de l'Occident. Puisque on se dit souvent que l'histoire se répète toujours, est-ce que nous sommes en plein dedans aujourd'hui? Puisque, il faut le dire, Napoléon avait connu un échec cuisant. Et il faut rappeler également que Haïti a continué jusqu'aujourd'hui de payer la dette coloniale. La dette coloniale. On en parlait encore hier. Et ça fait partie des choses qui choquent le monde entier. Vous savez que, et même pas seulement Haïti, même nous en Afrique, nous payons la dette coloniale. Bien sûr. C'est quand même 500 milliards d'euros par an que l'Afrique paye à la France. Vous savez ce qu'on appelle la dette coloniale? C'est-à-dire pour nous avoir soumis à la vexation, à la spoliation, pour nous avoir meurtris dans notre chair, pour nous avoir pillés, pour nous avoir ensauvagés, pour avoir coupé les têtes des nôtres, mettre sur les pieux, planter dans les marchés, pour nous avoir soumis à l'humiliation, à l'abomination, à l'ignominie, pour nous avoir et au viol, pour avoir massacré nos femmes et nos enfants. Et pour même nous avoir humiliés en frappant nos hommes, nos papas, devant leurs femmes et devant leurs enfants. Pour nous avoir soumis aux travaux forcés, nous devons leur payer une dette coloniale. C'est ça la France. Mais quand ils nous appellent des révoltés, quand ils nous appellent des nerveux, des colériques, mais nous ne faisons rien. J'ai dit tout Africain qui a un tant soit peu une conscience historique devrait regarder les Français comme des pires ennemis et ne devrait même pas s'entretenir avec les Français. Ne devrait même pas s'arrêter un tant soit peu pour converser avec eux. Parce que c'est des monstres, c'est des méchants. On ne fait pas ça aux gens. Lorsque vous avez soumis tout un peuple à travers tout ce dont je viens de mentionner, la moindre des choses, c'est de faire profil bas. Vous ne leur imposez pas par la suite une dette coloniale, un peu comme si, effectivement, c'est normal parce que vous avez fait, n'est-ce pas, au cours élémentaire 1 et 2, peut-être CM1 et CM2, vous avez fait les leçons d'histoire comme moi, où on nous disait que la colonisation
n'est-ce pas, les colons venaient pour nous sortir de la barbarie et pour nous civiliser. C'est ça. Et ils ont même mis ça dans l'hymne national. C'est dans l'hymne, oui. Donc, autrefois, tu as vécu dans la barbarie. Non, nous n'étions pas des barbares. Nous n'étions pas des sauvages. Nous étions des peuples très organisés. Nous étions des peuples et même démocratiques. Parce que quand tu vois la société, l'organisation traditionnelle africaine, c'était de la démocratie. C'était des sociétés très organisées, mais très bien civilisées. Et ils sont venus avec la barbarie. La preuve, c'est que ceux qui sont venus avec la poudre et le canon, nous ne connaissions pas ça. Ceux qui sont venus avec des concepts de prison et autres que nous ne connaissions pas. À l'époque, on savait qu'on avait notre arbre à palabre et lorsque quelqu'un avait fauté, on le jugeait et puis on lui donnait une amende, on lui disait bon, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ils sont venus avec les tueries, avec les condamnations à mort. La condamnation à mort... Mais j'ai plus que 15 minutes pour en sortir. Hein. Ça dans un... Vous ne verrez pas. Et donc, c'est pour vous dire que j'ai assisté à quelque chose qui m'a meurtri encore dans ma chair. Et j'ai compris que définitivement, ces gens nous prennent pour des cons. Les larmes de crocodile que M. Macron est allé verser au Rwanda, c'était quoi? C'est-à-dire, pour avoir génocidé, pour avoir créé un pogrom, pour avoir pogromisé le Rwanda, on pense qu'il suffit 1 million de morts environ. Et ça, c'est une estimation. 1 200 000. Selon les autorités rwandaises, 800 000 ouais, selon les Nations Unies. À peu près. Il suffit que M. Macron vienne se tenir pour demander des excuses. Et boum, les négros sont contents. Il n'a même pas demandé des excuses. Et il dit, il faut que la France reconnaisse, n'est-ce pas, son histoire. Et boum, les Africains sont contents. La France, vraiment, c'est un pays magnifique. Majestueux. Vous venez demander des excuses. Ça ramène 1 200 000 personnes. Ça ramène tout ce que nous avons subi, le traumatisme que les familles continuent de vivre jusqu'aujourd'hui. Ça ramène ça. Non, il faut dire à M. Macron, il faut le lui dire, que c'est terminé. C'est terminé l'Afrique des chefs d'État, où il suffisait de fabriquer quelques marionnettes et les mettre là et à traduire leur volonté en volonté populaire. C'est terminé cette époque. C'est terminé l'Afrique de Bokassa. C'est terminé l'Afrique de Mobutu. C'est terminé l'Afrique de je ne sais pas trop qui, de Gnassingbé, de Fort Gnassingbé. C'est terminé l'Afrique de Léomba. C'est terminé l'Afrique d'Oma Bongo. Qui appelait De Gaulle papa. C'est terminé, n'est-ce pas, Bokassa qui appelait De Gaulle papa, qui allait pleurer sur la tombe de, à chaud de larmes sur la tombe de Gaulle, papa est mort, papa est mort. C'est terminé l'Afrique où Léomba allait dire papa. L'Afrique de Yahi Boni. L'Afrique de Yahi Boni qui allait pleurer sur les Champs-Élysées parce que je ne sais pas, je ne veux pas être trop caverneux ce matin, mais alors qu'en Afrique, on n'a jamais entendu ce monsieur pleurer avec toutes les catastrophes qui sont causées justement par cette même France. Toutes les catastrophes humanitaires qui sont causées par cette même France en Afrique. On les a même jamais entendus écrire ne serait-ce qu'un message de condoléances aux familles. Et ils vont pleurer à chaudes larmes. C'est terminé cette période-là. Et il faut dire donc à Macron que, je dis encore, dans 10 ans, mais ce qui va se passer en Afrique, c'est qu'aucun Français ne va plus se balader aisément, tranquillement dans les rues africaines. 10 ans seulement. J'ai dit 10 ans, c'est même beaucoup. Et il faut que les Français soient préparés à ça. Tant qu'ils vont continuer dans cette logique, tant qu'ils ne vont pas travailler à pacifier les relations, tant qu'ils vont continuer de prendre des Africains pour des ploucs, pour des sauvages, pour des imbéciles, j'ai dit dans 10 ans, et peut-être 10 ans c'est beaucoup, aucun Africain ne pourra plus circuler librement. Aucun Français. Dans les rues africaines. Aucun. Albert Anatola, ici le président Barakali parlait tout à l'heure du complot mondial contre l'Afrique. Peut-on penser aujourd'hui que ce complot prendra fin un jour? Mais écoutez, c'est à nous de mettre fin, c'est pas eux qui de partir. Tout à l'heure, le président Barakali l'a fortement indiqué. Nous sommes en guerre, et quand vous êtes en guerre, ne demandez pas à quelqu'un qui vous pille, qui vous viole vos enfants, qui vous viole, qui vous parle avec condescendance, et je veux dire, qui multiplie les concepts, qui déborde d'intelligence, d'ingéniosité pour vous maintenir dans le carcan. C'est à vous d'utiliser les outils. Écoutez, lorsqu'un prisonnier, lorsque quelqu'un est en prison, c'est quoi son rêve? Son rêve, c'est la liberté, c'est pas ça? Oui. Et si son rêve, c'est la liberté, il met tout en œuvre pour être libre, quitte à s'évader.
ou à commettre un nouveau crime pour s'évader. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas. La question ne se pose même pas. Je l'ai dit dans une autre émission, je vous disais que la France n'est que la face visible de l'iceberg, mais puisque les gens ne peuvent pas se mettre en avant, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les autres, ils sont nombreux qui sont derrière la France. Puisque la France a intérêt, comme je l'ai dit tantôt, à être présente sur le plan militaire et diplomatique sur le continent africain, puisqu'ils prennent de l'argent derrière. Mais la France qui est en récession économique, où est-ce qu'elle prend de l'argent pour financer des opérations militaires d'envergure sur le continent africain? Où est-ce qu'elle prend tout cet argent chaque année? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont quelque part. En plus des financements qui viennent derrière, qui ne sont pas à travers ses alliés, comme ils les appellent, vous avez donc le pillage de nos ressources, vous avez, n'est-ce pas, le pillage de notre monnaie qui est sous embargo. Je voulais revenir sur un élément qui a été convoqué tantôt par Edmond. Mais lorsque ces locodèrmes sont sur le continent africain, vous savez ce qu'ils disent à leur peuple? Ils disent qu'ils sont en mission civilisatrice, ils sont en mission humanitaire. C'est toujours présenté comme ça. Donc, la population ne connaissent pas la réalité de leur présence sur le continent africain. Vous-même, vous l'avez dit ici l'autre jour, qu'il y a des médias qui sont sur le continent africain, mais qui n'émettent pas, sur regarder à Paris. Justement. Parce que justement, là-bas, il faut occulter justement la compréhension de leur population. La preuve, c'est que ceux qui viennent par curiosité ou bien de passage sur le continent africain, ou bien ceux qui écoutent maintenant, c'est que le son de cloche que nous émettons chaque matin, ils sont révoltés parce qu'ils ne savaient pas que c'était ça qui se passait sur le continent africain. Ils ne connaissaient pas que c'est ce rôle que les gens viennent faire sur le continent africain. Lorsque vous dites à un Français qu'un enfant de 5 ans va plusieurs mètres sous terre pour aller chercher le lithium qui permet de fabriquer le téléphone qu'il utilise, il y a un problème. Alors que son enfant va à l'école, il y a un gros problème. C'est la civilisation. Et quand vous apprenez qu'un enfant, une femme enceinte, n'est-ce pas, est englouti par un éboulement de terrain parce qu'elle va chercher le lithium qui va permettre à un locodème d'utiliser son laptop, n'est-ce pas, son ordinateur portable je sais pas, aux États-Unis, ça révolte quand même. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous constatez qu'au Niger, là où, n'est-ce pas, la France pille l'uranium, vous avez des populations qui sont dans l'obscurité, qui sont pauvres, et ils ne sont même pas foutus de régler les questions de radioactivité. Mais vous croyez que c'est normal ça? Mais c'est révoltant tout ça. Moi je pense donc que c'est qu'il y a 2 choses qu'il faut régler sur le continent africain. Non, 3 choses pour régler cette question. Nous devons évacuer la question j'allais dire, des armées d'occupation françaises et autres sur le continent africain. Il y a 3 autres choses qu'il faut régler. La première chose qu'il faut régler, c'est cette affaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui reste une rampe de la diplomatie de la présidente française sur le continent africain. Il faut régler cette histoire. Il faut absolument régler cette histoire-là. La deuxième chose qu'il faut absolument régler, c'est la question des multinationales françaises. Parce que c'est également une autre rampe. Parce qu'en réalité, ces multinationales sont les vecteurs de fuite des capitaux et de pillage de nos ressources. La preuve, c'est que d'abord, elles sont exonérées d'impôts. Et puis, ça crée des activités clandestines. Ça, il faut le dire. Il va falloir qu'on fasse une émission là-dessus. Les espions. Absolument. Oui, il faut absolument qu'on fasse une émission sur la présence des multinationales étrangères en Afrique. C'est important. La troisième chose, et je termine par là, qu'il faut également convoquer, c'est quoi? C'est qu'il faut commencer à sanctionner les représentants diplomatiques de ces pays sur le continent africain parce qu'ils font un travail très très néfaste. Un travail très très néfaste. André Kisefanga, il faut également dire à nos téléspectateurs et les informer que les populations maliennes ont prévu de sortir dans les rues vendredi prochain, 4 juin de l'an de grâce 2021, à la place de l'indépendance pour demander le départ, cette fois-ci, de la France. Ben, c'est justement ce que nous voulons. Il faut que les populations se mobilisent parce qu'aujourd'hui, la gouvernance africaine n'est plus la gouvernance seulement des chefs d'État. Oui. Maintenant, c'est la gouvernance des peuples. Mais c'est vrai qu'il va rester civil. Donc aujourd'hui, la gouvernance des peuples aujourd'hui va prendre le contrôle des différents États. C'est nous qui allons imposer la société civile. Cette fois-ci, ce sera la place de l'indépendance. Hein. Bien sûr. Et c'est la vraie indépendance qui commence. Donc vous comprenez un peu, c'est la vraie indépendance qui commence. Et nous n'allons pas laisser ces gens-là continuer à nous maltraiter comme ils nous ont maltraités. Parce que il faut dire une chose claire. Oui. Albert Alnatol est en train de convoquer 3 éléments très importants. Je voudrais lui rappeler qu'à un moment donné, il y a un monsieur qu'on appelait Matthäus.
Oui. Au Cameroun, ambassadeur de l'Union européenne, homosexuel reconnu de tout le monde, et qui a fait venir son amant soit en disant que c'était un coopérant, de machin, un diplomate. Et en dehors de faire venir son amant au Cameroun pour légitimer leur affaire de l'homosexualité, d'enflammer le derrière, il a aussi pris un peu d'argent et il a appelé quelques groupes de veuves lesbiennes et tout ça, les appelés qui ont des ONG au Cameroun, que venez prendre un peu d'argent pour que vous faites la promotion de cette affaire dans ce pays-là. Et il y a eu un brillant ministre au Cameroun, qu'on appelle Henri Eyeba ici. Il était ministre des Relations extérieures. Il a convoqué ce monsieur, il lui a dit, vous connaissez la loi camerounaise? La loi camerounaise, dans la loi, c'est interdit cette pratique. Donc si vous financez déjà les ONG de défense de ça, ça veut dire que vous voulez légaliser cette affaire au Cameroun. Donc à partir de maintenant, s'il vous plaît, prenez rapidement votre argent, vous renvoyez où vous avez pris, et vous-même, et le ministre Yébé, parce que je vous décris la scène, il avait fait venir les plus grands commandos du BI. Et quand l'ambassadeur est arrivé au bureau du ministre des Relations intérieures, il a vu toute cette escorte-là. Il dit, mais tout ça c'est pourquoi? Il dit, non, c'était pour vous dire, le président de la République du Cameroun avait déclaré la guerre contre Boko Haram en France. Nous aussi, on vous déclare la guerre contre cette affaire que vous avez. Donc, ces gens qui sont là, c'est pour vous sécuriser, pour votre sécurité. Parce que si vous sortez là, les Camerounais vont vous attraper, vont vous manger. Parce que vous qui voulez financer l'homosexualité, des ONG qui vont permettre aux gens de s'enflammer le derrière, les Camerounais vont vous attraper. Donc, c'est pour votre sécurité. Donc, il faut qu'on vous protège. Pour vous dire qu'il y a des choses qui ne passent plus dans notre continent. Ça ne va plus passer. Donc, M. Macron, avec son illusion, avec ce comportement de jupitérien, qu'il essaie de... la France va subir. Parce que les mobilisations ne vont pas s'arrêter. Hein. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début des mobilisations. Et Albert a dit, les multinationales, non. Écoutez, nous allons demander à nos frères qui travaillent dans les multinationales de commencer à plier bagages. Parce qu'en réalité, il faut que ces multinationales deviennent d'abord des sociétés camerounaises. Oui, on a vu ça avec notre Mugabe au niveau du Zimbabwe, où on a transformé les terres qui appartenaient aux multinationales à des terres locales. Donc, nous pensons qu'aussi les multinationales peuvent aussi devenir des sociétés nationales. Et c'est ce que nous allons travailler dessus, quand même. On est sûr, et il faut rassurer les Africains, que ce mouvement qui a commencé depuis longtemps va arriver à de bons résultats. Parce que la vérité, c'est que quand la volonté du peuple est de se libérer, même Dieu est dedans. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Permettez-moi de lire le message de nos téléspectateurs ce matin. Bonjour, la France est victime de sa propre méchanceté et gourmandise. Comment peut-on décider de vivre aux dépens des gens, les exploitant, les dépouillant, les tuant, étant l'auteur de tous les malheurs devant la face du monde, tout en leur donnant de leçons de démocratie, de gouvernance, de liberté ou de droits de l'homme? Les Français ont cru tromper tous les Africains tout le temps, mais cela est impossible. Car ils n'ont pas prévu que les Africains s'en rendraient compte. Aujourd'hui qu'ils sont rattrapés, au lieu de faire profil bas, ils se muent en victimes. Macron sait que les Maliens ont appelé au départ des occupants français et surfe sur la vague pour placer son pion au pouvoir avant de faire semblant de partir. La France joue ses dernières heures en Afrique. Le méchant loup va s'en aller, la queue entre les jambes. Bye bye la France. En tout cas, cette personne s'appelle Eonis Cyril qui nous écrit ici même à Douala. Bonjour Monsieur Gauss, quand Bandakani dit qu'il y a environ une quinzaine de ministres étrangers en Côte d'Ivoire, de quelle nationalité sont-ils? Sont-ils français, suisses? Ce sont les blancs qui ont tracé les frontières. Cautionnez-vous cela, Monsieur Bandakani? Si oui, de quel panafricanisme parlons-nous? Ouattara est mauvais et vomi parce qu'il a pactisé avec les Français et non parce qu'il serait burkinabé. Non, il faut corriger ça très rapidement. Oui, allons-y. En plus, il donne les leçons de panafricanisme. Est-ce que lui... Est-ce que, je prends le cas de Burkinabé, les Burkinabés peuvent accepter que les Ivoiriens viennent s'installer chez eux, prendre les postes ministériels, prendre les maisons, la présidence et les terres? C'est pas ça le panafricanisme, il faut arrêter. Le vrai panafricanisme, ils ne le font pas. Justement. Le faux, ils le font. Quelqu'un est installé par une puissance étrangère, et puis Ouattara, qu'il installe pourquoi? C'est la France, ce ne sont pas les Africains. C'est la France, la communauté dite internationale, qui est installée pour. Je pense que cette personne n'a pas bien compris. Non, oui, les choses sont claires. C'est inacceptable ça. Le président Alpha Condé a pris par exemple un Ivoirien qui est son ministre des infrastructures. Ça se fait. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis, on n'a pas 6000 pays, il faut laisser les dire ça comme ça. Vous ne pouvez pas. Je dis, la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens.
Vous ne pouvez pas venir dire que l'on est panafricanisme, vous êtes plus ivoirien que les Ivoiriens. Ça n'a pas de sens, c'est pas ça le panafricanisme. Ça n'a rien à voir, ils confondent les choses. Merci. Le continent débarrassé de l'impérialisme, on va liquider les frontières là. Mais pour l'instant, c'est pas ça. C'est pas de cela qu'il s'agit. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas acceptable. On vous a compris, j'espère qu'il vous a également compris. Bonjour Steve, bonjour très grand panafricaniste. Macron ne veut pas perdre la face car il ne sait plus à quel saint se vouer qu'il dégage tout simplement. C'est Ngopkwe Marie-Brigitte depuis Yaoundé qui nous a écrit. Les femmes nous écrivent déjà un peu trop, hein. Elles commencent à comprendre que le combat est important. Bonjour à tout le plateau de DBS ce matin, vous êtes très génial. Vraiment Macron se bombe le torse contre qui? Qu'il sache qu'une petite honte vaut mieux qu'une grande honte. Ils ont intérêt à quitter l'Afrique sans faire beaucoup de bruit. Merci à vous Steve. Pour le combat, c'est l'Afrique qui gagne. Célestin Waibena depuis Kara au Togo qui nous a écrit également ce matin. Otep à la famille, je vais m'éloigner du sujet avec la permission Steve. Juste un point de remarque pour l'éminent Fanga qui est le promoteur du christianisme qu'il doit faire des recherches sur la religion de ses ancêtres. C'est Wankep depuis Yaoundé qui nous a écrit. Allez savoir ce que c'est d'ailleurs ce que vous appelez la religion, très chers frères. J'espère que vous allez comprendre et que vous avez compris. Bonjour DBS matin ainsi qu'à ce riche panel qui constitue pour l'Afrique une source d'inspiration, de prise de conscience pour son affranchissement total contre la prédation de l'oppression coloniale. La France coloniale, pour parler d'elle, ne vit que de la prédation et de la ruse à l'égard de ses prétendues colonies. Aujourd'hui, mal lui en prend face à l'éveil du peuple africain à travers les mouvements panafricanistes qui donnent désormais aux Africains la hargne de prendre désormais leur destin en main à travers les jeunes générations et se libérer de la colonisation de ces endocolons qui font plus de mal au continent. Ne soyons donc pas étonnés de voir que les pays comme la République centrafricaine, le Mali, soient en ligne de front pour combattre cette barbarie et la répression de l'Occident au colonial. C'est Bekada qui nous écrit depuis Yaoundé. C'est un fidèle téléspectateur. Bonjour Monsieur Ngos ainsi que les panélistes. Je suis au Mali, Bamako. Les Maliens disent que les Français vont quitter le Mali, qu'ils le veuillent ou pas. Tous les Maliens sont unanimes. Un mot, président Banakani. Les peuples maliens demandent son assistance. C'est Eboa Karl qui nous écrit depuis Bamako au Mali. En fait, il a quitté le Burkina Faso pour aller tenir main forte. Je le fais depuis 10 ans. On le fait déjà, et le président Barakani le fait depuis 10 ans aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas, nous sommes de tout cœur avec le peuple malien. Bonjour Steve, bonjour à tous les panélistes de ce beau matin de juin. Se mobiliser. Je vous aime, je vous adore parce que vous êtes le soleil de l'Afrique et une aiguille empoisonnée dans les chaussures de Monsieur Macron. En avant les vaillants sentinelles, que Dieu vous protège qu'au coup de Kapalimé au Togo, qui nous a également écrit. Bonjour Steve, le travail que vous faites pour l'admiration de notre continent, c'est ça, le djihad. Merci également à vous. Hein. Apparemment, c'est ce que nous faisons. Hein. Nous faisons le djihad. Nous sommes les djihadistes. Et nous sommes les djihadistes. Les bons djihadistes. Hein. Ouais, les djihadistes avec les armes. Merci à cette personne qui n'a pas laissé le nom et qui nous a écrit avec le plus 222. Bonjour le plateau, c'est Djibril du Bénin. Emmanuel Macron se perd dans ses élucubrations. Au Mali, il dit la France ne restera pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Au Tchad, il dit nous venons au secours et en soutien d'un État souverain pour qu'il ne soit pas déstabilisé ou envahi par le groupement djihadiste armé. Mais nous demandons la transition et l'inclusivité politique. Quelle différence y a-t-il entre les djihadistes tchadiens et les djihadistes maliens? En tout cas, désormais, on tue un Sankara et 10 autres sont nés. Tout ce que l'Africain demande aujourd'hui, c'est la liberté d'aujourd'hui de vivre ses joies et souffrances sans ingérence gouvernementale occidentale. Ou bien Macron aime l'Afrique plus que nous les Africains. Bonne journée à tous. C'est Djibril qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. Bonjour Steve, le message du panafricanisme doit passer et ça a déjà commencé parce que 60% de la jeunesse africaine connaît déjà où vient son malheur. L'Afrique doit faire un bloc. Qu'est-ce qui nous empêche? La question au président Banakani, dont j'admire son courage. Moi, Fond Michael, qui nous écrit depuis Fouban ce matin. Une ville que nous aimons tant. Je salue le plateau. Je salue également à tous les observateurs de l'IBS ce matin, dont savoir que le Togo était le grand problème de l'Afrique, car la France a tout pris. Exemple, le phosphate, le calcaire, et tout de même le port autonome dont passer les armes de France en Afrique pour faire quoi? François Félix qui nous écrit depuis Accra au Ghana ce matin.
Bonjour à vous, vaillants défenseurs de notre cher et beau continent. Le retrait de la force Barkhane de Mali n'est pas une illusion parce que de toutes les façons, la libération de l'Afrique est davantage imminente. Notre continent avance tout droit vers sa libération totale du joug colonial de Macron. Et Macron en est conscient. Il fait juste une fuite en avant. C'est tout. Et Sama qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun ce matin. Bonjour monsieur Ngossi, à tous les panélistes. Ma lecture de la thématique de ce matin prend sur un autre aspect. En déclarant retirer ses troupes, je pense qu'on a là tout simplement une déclaration de guerre claire et nette. En effet, le sous-tendu de cette déclaration est que si jamais la force Barkhane s'en va, les soi-disant djihadistes vont gagner du terrain et terroriser tout le monde. Mais les données étant donc établies que les barbouzes et les envoyés spéciaux de ces légions sont au cœur des activités terroristes. Le Quai d'Orsay signifie juste là que nous allons vous frapper pour vous supplier, pour nous supplier de revenir. Sauf que Steve, les Russes sont là et les FAMA, les FACA, les BIR et sont prêts comme jamais. Ce qui veut dire que moi, eh bien que Macron a annoncé une guerre froide africaine. Il n'a pas le choix. C'est un dossier qu'il n'a pas le droit de lâcher. Selon ses patrons, ce n'est que le début de la fin. Pour certains. Steve, c'est Moto qui nous a écrit depuis la Suisse ce matin. Bonjour DBS, bonjour à vos invités. Quand on est sûr de ce qu'on dit, on le dit avec aisance. Mes enfants, que vous êtes éloquents ce matin, on dirait que je vous écoute pour la première fois. Vos paroles sont des bombes, vraiment l'Élysée tremble. Courage à vous. Dieu vous protège. C'est Maman Thérèse depuis Piti Dibamba qui nous a également écrit ce matin. Maman Thérèse depuis Piti Dibamba, merci de nous suivre. Merci pour vos encouragements. Bonjour DBS, matin, il y a tout le plateau. Franchement, je suis émerveillé par vos idées divines. Force à vous et bonne journée dans la paix du Christ. C'est Jimmy Stéphanie depuis PK16 qui nous a également écrit ce matin. Des vidéos, on va les regarder plus tard. Bonjour Steve et bonjour à tous les intervenants sur le plateau. Décidément, le thème de ce matin est vraiment poignant. Allez doucement avec le représentant de la France. Macron, c'est là où les choses sont. Lui et la France savent qu'ils n'ont rien à espérer au Mali. Il n'a qu'à aboyer comme un chien enragé. C'est un chemin de non-retour. Nous les Africains, nous attendons pour voir le résultat final. Moi de ma part, que ce vent balaie ces Français pour notre continent. C'est Améran Yao Emmanuel depuis Tabiglo au Togo, fidèle téléspectateur lui également. Bonjour chers frères, merci pour l'éveil intellectuel en français facile. Fini les gros mots et discours de nos cadres aux ordres. Respect à vous, c'est Monsieur Gbagbo qui sera de retour très bientôt. Merci également à vous de nous avoir écrit depuis le Bénin. Bonjour, longue vie à l'émission. Moi, je demande si les Africains, en embrassant la Russie de cette façon, est-ce qu'ils mesurent d'ailleurs des mesures bien matures pour ne pas signer des contrats encore où l'Afrique ne sera pas à la merci de la Russie. C'est Cathy qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin. Ne vous inquiétez surtout pas, les contrats sont bien ficelés. Bonjour Monsieur Ngo, c'est à votre panel. Écoutez, lorsque vos panélistes s'adressent aux Africains en expliquant que la France n'a aucun intérêt en dehors de la France, encore moins en Afrique, où elle s'est introduite par la violence la plus abjecte que l'on puisse imaginer. Alors de grâce, cessez, s'il vous plaît, de parler de la protection des intérêts de la France, même pendant la colonisation. Merci, c'est Kounz Mambou depuis le Luxembourg. On vous a compris, on va garder également votre proposition. Bonjour DBS, mes frères, l'idéologie française et la France elle-même, jusqu'à nos jours, sont... je ne sais pas si c'est que vous le dites, sont aimés par certains de nos vieux et vieilles, vieux parents dans nos maisons en Afrique. On dirait, ils sont affectés psychologiquement, surtout certains anciens combattants de cette armée française dans le temps, et puis ils transmettent cette affection. Or, vous savez qu'en Afrique, on écoute beaucoup plus les âgés, les plus âgés. Maintenant, comment faire pour les exorciser? Comment les ramener à la raison puisqu'ils sont affectés mentalement par l'histoire? C'est Zachary depuis Sokodé au Togo qui nous a écrit ce matin. Vous êtes nombreux à nous écrire, hein. Il y a justement les inconditionnels qui nous écrivent chaque matin, mais il y a également les anonymes. Assou Laurent nous a également écrit ce matin. Plusieurs anonymes d'ailleurs peut-être qui nous écrivent pour la première fois, mais n'auront peut-être pas la chance qu'on lise leur message ce matin. Nous aurons peut-être l'occasion dans les prochains jours et surtout dans les prochaines éditions de DBS Matin. Edmond Kat, et je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Ben, c'est moi qui vous dis merci Steve pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec les téléspectateurs. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là. Oui, il faut rappeler aux téléspectateurs que ce qui se passe dans le Sahel, c'est la même chose, c'est le même scénario qui va se passer comme ce fut le cas en Afghanistan avec les Américains. C'est-à-dire, au Sahel, vous avez 30 000 hommes pour une superficie de 5 millions de kilomètres carrés, oui, qui n'ont pas les mêmes moyens que les Américains, qui eux, ils avaient 100 000 hommes pour une superficie de 600 000 kilomètres carrés. Donc, le résultat est visible. Ils ne vont pas résoudre le problème sahélien.
Merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Président Wadakani, merci d'avoir été là. Les enjeux du Sahel, c'est aussi la France ne sait pas quoi faire de ses déchets nucléaires. C'est un problème très sérieux. Et il n'est pas dans le projet français, il est question d'enfuir ça. Sous le sous-sol et surtout dans le désert. C'est un problème très sérieux en France. Parce qu'en dehors de l'enjeu de l'eau, du soleil, tout ça, il y a cet enjeu-là qui est clair. C'est que la capacité, elle ne sait pas quoi faire de ces déchets nucléaires. Andrew Gisselfanga, merci d'avoir été là ce matin. Je voudrais saluer le parrain du Covid-Gate, Mohamedou Dabo, le parrain du Covid-Gate. Vous savez, le consul qui a gagné beaucoup de marchés pour le Covid-Gate au Cameroun. Il est consul de quel pays? Consul de Corée. Il était consul de Corée, donc je crois que de l'entreprise Medellin. Donc, c'est le parrain. On l'appelle le parrain maintenant, le parrain de la mafia. Capo de Tucci, capo. Voilà, donc c'est l'homme de Manaouda Malachi. Le plus riche. Voilà, donc le gars croquait 26 milliards de Covid-Gate. À lui tout seul? Oui, c'est lui qui a gagné la plupart des marchés. Donc, on attend. Donc, merci aux Africains de nous écouter, de nous encourager et que nos paroles véritablement servent pour l'avancée de notre continent. Messieurs, je veux dire merci également à Bénédicte Moussa qui nous écrit également depuis la Belgique. Elle veut participer à cette édition. C'est une personne pas comme les autres. À Eugène Niawamie, sociologue également du côté du Togo, qui lui également aimerait participer aux éditions. À vous, je vous dis bonjour. Il faut dire que celui qui est visé par cette menace d'Emmanuel Macron, c'est l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, auteur de 2 coups d'État en moins d'1 an. Le Mali est donc officiellement dirigé aujourd'hui par un militaire putschiste. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.